Hop, c'est parti. Bien, donc on va commencer en fait. Donc ce premier cours qui est votre UE d'éléments de programmation. Donc évidemment, ça va être un vrai cours, mais peut-être un peu avant, je vais expliquer un certain nombre de choses. Donc un certain nombre d'informations pratiques en fait. Si ce truc-là veut bien fonctionner. Ok. Excusez-moi, je suis pas encore habitué au truc. Donc on va commencer à avoir des informations pratiques. Et après, on va commencer vraiment le cours avec tout ça, quoi. Donc, je représenterai ça après. Donc, là, c'est vraiment le cours proprement dit. Mais d'abord, comme vous n'avez pas eu de première amphi dans lequel on vous expliquait tout, je vais vous donner un certain nombre d'informations a priori. Donc, dans cette amphi, vous êtes réunis deux sections. Donc, on va se présenter. Donc, il y a la section BGC et la section L0. Dans la section BGC, il y a 5 groupes et L0, 2 groupes de TD. Et donc moi, je suis Jean-Noël Vito, je suis maître de conférence au laboratoire d'informatique de Sorbonne Université qui s'appelle le LIPSIS, dans plus spécifiquement dans une équipe qui s'appelle ELFI. Mon mail est écrit ici. Vous pouvez évidemment l'utiliser si vous avez besoin de me contacter sur les questions qui sont relatives au cours. Évidemment, vous aurez aussi une personne différente en charge de TD et ça sera aussi une personne avec qui vous pourrez correspondre. Si vous m'envoyez un mail, je vous remercie d'éviter d'envoyer un mail de bigboss du 93 à hotmail.com sans signer à la fin et, voilà, et pour me demander c'est quand le prochain cours ou je sais pas quoi. Parce que quand vous m'envoyez un email, le but quand même c'est que je puisse vous répondre et que donc je sache un petit peu qui vous êtes, quoi. Donc, truc de base, quand vous envoyez un mail à la fin, vous écrivez votre nom, prénom et puis vous dites dans quel groupe, dans quel cours vous êtes, hein, parce que je donne pas qu'un seul cours. Voilà. Juste pour qu'on s'entende bien. Évidemment, sur ce cours en amphi, là, donc vous êtes un petit peu nombreux, en fait, mais pas tant que ça. Donc, vous n'hésitez pas à lever la main si vous voulez me poser une question. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de problème d'avoir un dialogue. Et vous m'arrêtez surtout s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, parce que c'est inutile d'accumuler du retard comme ça, quoi. Alors, comme on vous l'a dit, les versions papier des supports de cours vont vous être distribuées par l'association Alias. Donc, il y a un créneau réservé pour vous, je pense que vous l'avez déjà noté, sinon faites-le. Donc, c'est jeudi 1er octobre, 12h45 à 13h45. Et donc, à récupérer, vous aurez un cahier d'exercice de TD et TME. Donc, c'est en 2 saisons. Donc là, vous récupérerez sans doute seulement la première saison. Donc, en gros, ce qui correspond aux 5 premiers cours avant la pause pédagogique qui aura lieu là début novembre. Donc, un cahier d'exercice qui vous servira en TD pour faire les exercices et en TME, c'est-à-dire en TP, hein, pour faire les exercices aussi sur machine. Et une carte de référence qui est en gros une feuille A4 recto verso dans lequel il y a, c'est une espèce d'anti-sèche, dans lequel vous avez résumé de toutes les fonctions que les fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans vos contrôles. Hein. D'accord, c'est plus un pense-bête qu'une vraie anti-sèche, mais c'est pas mal parce que ça vous dit vraiment ce qu'il y a là-dessus, c'est en gros, c'est tout ce que vous avez à savoir pour écrire les programmes, quoi, hein. Vous n'avez pas à inventer d'autres choses qui n'est pas sur cette carte-là. Ah bon, après, bon, évidemment, il faut votre propre réflexion qui s'ajoute à ça, hein, donc, sinon, vous distribuerez la carte au début du semestre, ça serait terminé, quoi. Voilà. Alors, comme on vous l'a dit, il y a eu un peu de retard, donc en fait, vous aurez seulement la semaine prochaine ces supports, mais ça, c'est pas grave. Vos chargés de TD sont au courant, et donc pour le premier TD, si vous n'avez pas encore le support, soit ils auront fait imprimer les exercices, soit ils vous les écriront au tableau, il n'y a pas de problème. Et en TP, évidemment, vous êtes sur machine, donc vous pouvez télécharger la version en ligne. Voilà. Alors, le site de l'UE, alors ça, je ne vais pas vous demander de le recopier parce que bonjour la longueur, quoi. Vous pouvez le retrouver facilement, parce que vous cherchez licence info SU. Après, vous suivez un peu les liens, vous arriverez à tomber dessus, hein. Mais sinon, peut-être plus facilement, vous retrouverez à partir du Moodle tous les, euh, tous les documents aussi, hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir sur le Moodle ou pas. Vous savez ce que c'est que Moodle ou pas? Ok. Qui ne sait pas? Ah, quand même. C'est une espèce d'environnement dans lequel les profs ils peuvent poster des trucs, quoi, et vous pouvez les récupérer, faire des quiz, des machins comme ça, quoi. Bon, c'est une espèce d'usine à gaz hein, dans laquelle on poste des documents, quoi.
Voilà, donc l'adresse est ici, mais en fait, par une petite recherche sur Google, on retombe facilement dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc, il y a les transparents utilisés par section, donc c'est moi qui les poste, donc ces transparents-là. Il y a le lien vers le livre associé au cours. Donc, il y a une version papier, c'est un livre qui est payant, mais il y a la version gratuite qui est en PDF. A priori, ça ne sert à rien d'imprimer. Mais vous verrez, enfin, je peux vous le. Qui laisse tomber les trucs. Je peux vous les montrer rapidement, ces documents-là. Hop. Donc, ça, c'est a priori, ça, c'est le livre. Donc, bon, voilà. Donc, là, tu as des matières ici. Là, nous, on est sur le chapitre premier pas ici. D'accord? Donc, le cours que je vais vous faire juste après ces petites informations, ça correspondra vraiment au cours premier pas. Donc, à la limite, vous pouvez regarder les transparents pour vous rappeler ce qu'on a dit ensemble. Mais si vous voulez une lecture, quelque chose avec les commentaires, parce que sur mes transparents, il n'y aura pas forcément les commentaires, vous avez le truc avec les commentaires qui sont écrits ici. D'accord? Donc là, vous voyez, il y aura un petit programme tout à l'heure, liste premier, vous verrez on les retrouvera sur les transparents juste après. Donc ça, c'est pour les transparents. Ça, c'est le site de l'UE. Voilà. Et ça, c'est le cahier d'exercice. Donc, cahier d'exercice, a priori, la semaine prochaine, vous commencerez avec le thème 1 ici. Vous avez un certain nombre d'exercices avec une partie qui sont déjà corrigées à la fin du document. Donc ça vous l'aurez en polycopié. Ça. D'accord. Donc, vous avez d'exercices, une partie sont corrigés et d'autres ne sont pas corrigés. Donc, a priori, en TD, vous ferez plus facilement ceux qui ne sont pas corrigés en TME aussi. D'accord. Donc, le site de l'UE ressemble à ça. Vous avez un certain nombre d'annonces, d'informations générales. Et le Moodle, voilà, il reprend à peu près des informations similaires. Vous avez ici le cours et le recueil d'exercices. Voilà. Donc, ouais, super. Tu me racontes des trucs en dessous. Voilà. Donc, reprenons ce truc, s'il veut bien. Hop. Voilà. Donc, vous avez aussi, donc, avec les 3 choses dont je vous ai parlé, les annales d'interro et de TME solo, donc si vous voulez vous entraîner sur d'autres sujets. Alors attention, parce que cette année, la syntaxe a légèrement changé sur la manière dont on définit les types. Bon, là, ça vous dit rien pour l'instant, peut-être que si, mais c'est très bien. Mais il y a une petite différence, mais ça sera bien affiché sur les exemplaires pour dire qu'il y a quand même une petite subtilité qui est un peu différente par rapport aux anciens corrigés, parce que ce sont des annales qui sont corrigées. Des informations sur le tutorat, et etc. Donc il y a vraiment, faut aller consulter ça pour vous mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Alors les prérequis pour ce cours. Alors rassurez-vous, pour ce cours, aucun prérequis en programmation n'est nécessaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà programmé? Voilà, bah, c'est très bien. Mais ceux qui n'ont pas programmé, bah, c'est pas grave non plus, parce que vraiment on reprend depuis la base. Puis ceux qui ont déjà programmé, il y a moyen de s'amuser quand même aussi. Pour les exemples, alors a priori, c'est souvent tiré un peu de notions mathématiques ou physiques de terminal S. Encore que c'est pas des notions qui sont très compliquées, d'accord? C'est juste vraiment le bagage de base. Bon, par exemple, en maths, peut-être qu'on va supposer que vous savez ce que c'est qu'un complexe, quoi, voilà. En physique, 2-3 formules, mais peut-être dont vous avez déjà l'intuition et que vous avez peut-être vu dans les classes précédentes. Donc, faut pas avoir peur de ça. Oui? Alors, faut parler fort parce que sinon, j'entends pas. Bah, si c'est un langage de programmation dans lequel tu as écrit des petits programmes avec des if, quelque chose comme ça, oui, oui, tout à fait, c'est de la. Mais comme je dis, alors il faudra faire gaffe, mais j'ai un transparent là-dessus. Bon, peut-être que je sais pas la manière dont vous aurez programmé. Ici, dans ce cours-là, il y a une manière assez spéciale. L'équipe enseignante envisage la programmation d'une certaine manière. Donc, a priori, si vous avez déjà fait, bah, vous allez rentrer plus rapidement dans le bas, mais il faut aussi être dans le moule de ce qu'on attend de vous dans cette UE. Donc, au niveau des cours, donc, il y a 1h45 de cours en amphi, là, c'est maintenant. Vous avez 1 heure de TD, 1h45 de TD, 1h45 de ce qu'on appelle travaux machines encadrés, c'est des TP. Et évidemment, du travail personnel en autonomie. Les TD et les TP, a priori, commencent la semaine prochaine. D'accord ?
C'est pas pareil dans toutes vos UE. Je sais pas si vous faites de la bio, je sais pas si ça commence maintenant ou plus tard, mais en tout cas pour le cours d'informatique, hein, ça commence la semaine prochaine pour les TD et les TME. Donc travail personnel évidemment. Je vais vous donner le secret des gens qui réussissent l'UE. Ils codent chez eux, d'accord. Donc je vais vous expliquer tout l'environnement de développement ici dont on se sert en TP. Vous pouvez l'avoir chez vous sur vos machines si vous avez une machine. Et vous pouvez vous entraîner à faire les exercices sur machine, hein. Normalement, plus vous vous entraînez, plus ça rentre tout seul, hein. D'accord. Il n'y a pas besoin d'aller regarder le livre. Il faut lire une fois le cours là pour voir un peu toutes les notions et puis s'y référer si vous avez des doutes ou des choses comme ça. Mais en réalité, c'est la pratique qui va faire que vous allez être à l'aise et que vous pourrez facilement répondre aux questions. Parce que toute la démarche de créer des programmes aussi, ça demande un certain entraînement pour trouver des solutions, pour avoir des idées, pour trouver des solutions. Et pour avoir des idées, il faut avoir fait un maximum d'exos, hein. C'est comme, alors, je ne sais pas si on en a encore beaucoup de démontrer des trucs en maths, hein, mais c'est quand vous faisiez un peu des maths, si vous en faites encore. A priori, il faut faire une démonstration, quand on part de rien, c'est pas évident, hein. Mais il faut avoir un peu d'imagination et se dire que, ouais, on va essayer de trouver le petit chemin qui va nous mener au but. Voilà. Alors, ça a été mentionné ou pas, je ne sais plus. Alors, il y a du tutorat aussi, donc c'est des heures dans lesquelles vous pouvez aller si vous avez besoin d'un peu plus d'aide. D'accord. S'il y a des choses que vous avez mal compris à l'issue d'un cours, ou bien que, voilà, en TD, vous voulez revoir un exercice, enfin un exercice que vous avez mal compris, vous voulez revoir ça. Donc, il y a des séances de tutorat. Donc, pour les BGC, pour l'instant, donc ce sera des tutorats qui seront, vous serez mélangés avec les MIPI, les PCGI. Pour l'instant, les dates ne sont pas fixées, mais elles le seront, j'imagine, d'ici la semaine prochaine. Donc, sur des créneaux dans lesquels, a priori, vous avez des disponibilités. Et pour les L0, vous avez un créneau qui est réservé mardi à 16h. Et le premier, ça commence demain. D'accord. Donc, pas de TD, pas de TP, mais pour les L0, il y a un créneau de tutorat et vous pouvez y aller pour voir, effectivement, revoir un peu des choses que j'aurais abordées avec vous dans ce cours-là, mais que vous voudriez approfondir ou des choses que vous auriez mal compris et que vous devriez revoir. D'accord. Donc, demain à 16h, a priori, ça devrait être déjà sur votre emploi du temps. Alors, l'environnement de développement qu'on utilise ici, c'est un environnement maison. Donc, il s'appelle Mr Python. Donc, c'est du Python. Donc, vous allez écrire du vrai Python, mais on ne vous autorise pas tout Python, en fait. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui vous permet d'écrire du vrai Python, mais avec certaines restrictions. Et en plus, Mister Python, là, il va aussi vérifier si vous faites bien le travail, hein, dans une certaine mesure, quoi. Il va vérifier si vous typez bien les choses, si vous documentez bien vos fonctions, etc., etc. Des choses qu'on va voir juste après. Donc, c'est à la fois un environnement qui vous permet de développer, et aussi, il y a un mécanisme qui permet aussi de vous donner des indications sur les erreurs que vous faites. Il est téléchargeable si vous voulez travailler tout seul, et c'est quelque chose que je vous recommande évidemment. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est proche d'un autre environnement qui s'appelle Idle, mais bon, ça, c'est pas très important pour vous. Donc, si vous voulez regarder, je vous montrerai évidemment plus tard là dans le cours à quoi ressemble ça, mais en gros, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez taper vos programmes et les exécuter, et c'est ce que vous utiliserez donc dans les salles machines quand vous serez en TP. Alors, l'évaluation, très important. Comment vous allez être évalué pour cette UE? Donc, dans toutes les UE, vous avez une note sur, alors je ne sais pas si c'est dans tout. En tout cas, vous avez une note sur 100 points au total. Et parmi ces 100 points, voilà, il y a un certain nombre de choses qui y contribuent. Donc, a priori, vous avez donc un devoir sur table qui sera le premier gros contrôle que vous aurez. Il aura lieu le 18 novembre 2020, donc ça sera après la pause, me semble-t-il. Je ne voudrais pas m'avancer, il faudra regarder un calendrier. Et c'est de 18h à 20h. Voilà. Et ça compte pour 15 points sur les 100 points de la note. D'accord. Donc, c'est un premier gros entraînement où vous êtes en gros dans les conditions du contrôle final ici, qui sera votre dernière évaluation. Le contrôle final qui est en janvier, qui est sur 50 points, donc qui compte pour la moitié de la note. D'accord. Donc, c'est un bon entraînement pour vous montrer en fait ce qui vous attend au contrôle final. C'est pas quelque chose pour vous décourager, hein. D'accord.
Parce que justement, il est seulement sur 15 points. Ça veut dire que vous avez encore des chances de, si vous aviez eu une contre-performance, de vous rattraper ensuite. Hein, d'accord? Mais ça peut vous permettre de vous situer, etc. Vous avez d'autres évaluations qui vous permettent de vous situer. Donc un TME solo, donc c'est un TP solitaire, donc dans lequel vous devrez, bon, comme vous faites d'habitude en TP, mais cette fois-ci tout seul, parce qu'en général vous serez en binôme. Vous ferez ça tout seul et vous serez noté dessus en temps limité. Vous aurez un certain nombre d'évaluations en TD, idéalement 3, mais qui peuvent prendre différentes formes. Hein. Des interros, des calls, c'est-à-dire des interrogations orales, des devoirs à la maison ou de participation. D'accord? Donc en gros, c'est une note qui va être mise par votre chargé de TD. Et les rendus de TME qui comptent pour 10 points. Les rendus de TME, c'est en fait à la fin de chaque séance de TME, vous devrez soumettre votre travail. Et le chargé de TP, enfin qui est en plus du chargé de TD habituel que vous avez, se chargera de les corriger au fur et à mesure. D'accord? Donc en TD TME, vous avez 2 enseignants. Hein. Donc vous avez l'enseignant de TD qui sera aussi là pendant les séances de TME, d'accord, qui fait les deux. Et vous avez une deuxième personne qui aide en TP, qui sera là en plus. Là, donc il y a 2 personnes qui seront avec vous en TP pour vous aider. Donc n'hésitez pas à les appeler si vous avez un blocage et tout ça, mais pas tout le temps non plus. Vous ne les appelez pas pour dire c'est quoi la réponse. Hein. L'idée aussi, c'est que vous réfléchissiez un peu par vous-même. C'est bien fait là-bas. Alors, règle de validation, bah, comme d'habitude, hein, comme c'est une note sur 100, pour valider, il faut avoir plus de 50. Je vais légèrement fermer ça. C'est pas grave. Évidemment, supérieur à 50 et une seconde chance, c'est-à-dire un écrit sur 100 points qui aura lieu en fait au mois de juin. Et si vous avez une meilleure note à cette deuxième chance, elle remplace la note précédente. D'accord? A priori, la deuxième chance, c'est accessible pour les gens qui ont eu moins de 50. Hein, d'accord? Sinon, c'est plus une deuxième chance. Hein, d'accord? Donc, si vous avez moins de 50 à l'issue de l'examen, c'est pas un examen, mais la dernière interro qui a lieu en janvier, là, grosse interro, après, vous aurez le droit de refaire la seconde chance. Ne comptez pas sur la seconde chance. D'accord? C'est mort. Alors, ça dépend, évidemment. Si vous avez eu des problèmes de santé ou quelque chose qui fait que vous n'avez pas pu vous rendre aux évaluations, évidemment, la seconde chance, elle peut être super bénéfique, quoi. Mais si vous partez pas dans l'idée que, bon, là, je commence à perdre pied, c'est pas grave, hein, je ferai la seconde chance. Ça marche pas, quoi. D'accord? Si vous perdez pied, il faut aller en tutorat, faut venir me voir, voilà, faut aller voir le prof de TD et faut bosser un peu plus là, mais faut compter sur toutes les petites notes que j'ai montrées ici juste avant pour pouvoir réussir. Hein. Finir juste sur un examen, une sorte d'examen comme ça en mois de juin qui va remplacer toute votre note, c'est complètement illusoire si vous avez pas acquis ça pendant le TD où vous aviez les profs qui étaient avec vous pour vous aider. D'accord? Donc objectif, on valide à la première session. OK? Alors, pour la séance de TDTME à partir de la semaine prochaine, hein, il vous faudra vos identifiants donnés sur la carte d'étudiant. Alors, c'est peut-être une blague, je ne sais pas si vous les avez ou pas. Vous les avez ou pas? Ouais, ouais, ouais. Bon. Bon, de toute façon, ça sera géré, vous inquiétez pas, quoi. Mais bon, idéalement, il faut ça, login mot de passe donné avec la carte d'étudiant pour pouvoir accéder aux machines. Vous n'avez pas le droit de changer de groupe de TD. Ouais. A priori, normalement, tu dois pas être le seul. Hein. Donc, il y a quelques couacs en ce moment. Donc, la situation est un peu compliquée. J'imagine que c'est lié à ça. Donc, du coup, a priori, le chargé de TD et de TP sera au courant de ces situations-là et fera en sorte que ça puisse bien se passer. En tout état de cause, en TP, si tu te mets en binôme avec quelqu'un qui a déjà son login et tout ça, tu pourras travailler avec cette personne. OK? Si vous avez des justificatifs d'absence, hein, notamment pour les contrôles, vous les transmettre au secrétariat, donc Patricia Lavanchy, au bureau 24 25 204.
Et vous avez ici son adresse email. Bon, essayez de ne pas être absent, hein. Après, des fois, on n'a pas le choix, hein. Donc, le site web que je vous ai montré juste avant, là, peut-être un peu rapidement, il y a le lien dessus, il y a le lien vers l'interface de soumission des TD et TME. Là, je ne peux pas le faire parce qu'il faut être à l'intérieur des salles TP pour pouvoir y accéder, hein, d'accord? Je pourrais le faire par un moyen technique détourné, mais ça ne sert à rien. Donc, en gros, il y a un lien dessus, vous cliquez. Donc, pas de chez vous, ça ne marchera pas, mais depuis les salles TP, vous cliquez dessus et puis vous avez 2 noms à renseigner, votre groupe et vous soumettez votre fichier que vous avez fait pendant votre TP. Voilà. Une seule soumission pour le binôme. Vous écrivez les 2 noms et c'est automatique. Donc ça, faites bien attention et vérifiez bien que vous envoyez bien dans le bon groupe, hein. Parce que sinon, la personne qui est censée corriger vos TP, elle ne trouvera pas votre travail. Donc, elle considérera que vous n'avez pas rendu de travail. D'accord? Donc, faites bien attention que vous envoyez bien en BGC 12 ou en L0, voilà, avec votre numéro de groupe qui va bien, quoi, hein. Parce que vous avez l'air des 12.1, 12.2, 12.3, vous êtes au courant de ça? A priori, oui, hein, ça marche pour tout le truc, quoi. Alors, quelques conseils, j'en ai déjà donné un certain nombre. Il ne faut pas se sous-estimer. D'accord? Il n'y a pas de prérequis pour le cours. C'est accessible à tout étudiant de L1. D'accord? C'est pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que, voilà, faut pas se sous-estimer, faut se dire qu'on en est capable. OK? Faut pas se surestimer non plus, donc c'est bien si on a déjà programmé avant, je pense que c'est un avantage, mais c'est pas une raison pour se dire, ouais, ben moi je sais tout, donc voilà, on verra à la fin de l'année, quoi. D'accord? Donc écoutez bien quand même, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont exigées dans ce cours qui correspondent pas forcément à la manière dont vous avez appris la programmation. Mais normalement, ça sera facile pour vous de vous adapter. Donc elle est en cours pour prendre des notes et participer. Alors les notes, vous prenez en note évidemment ce qui est pas écrit dans le transparent, hein. Et puis des fois, je vous dirais ça, notez-le parce que c'est important. D'accord? Sinon, la plupart des choses que je dis, a priori, vous les retrouverez par écrit dans le livre, hein. OK? Donc prendre des notes, oui, mais ayez pas. Faut continuer, faut prendre des notes tout en continuant de m'écouter, hein. Donc, si vous êtes en train de recopier les transparents, ça ne sert à rien. Ne recopiez pas les transparents, vous les aurez à disposition. Et ne copiez pas un truc que j'ai dit 5 minutes avant, parce que bah, vous suivez pas ce que je suis en train de dire maintenant. D'accord? Voilà. Donc, normalement, vous avez suffisamment de documents écrits pour que la prise de notes soit vraiment légère, hein. Alors, être actif en TD et TME, j'ajouterai même en cours, hein, si vous voulez participer, il n'y a pas de problème, hein. On verra, ça sera plus propice quand on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Travailler seul, c'est refaire les exos de TD, TME et surtout pratiquer sur machine, quoi. Est-ce que tout le monde a une machine fixe ou portable? Qui n'en a pas, en fait, quoi? Parce que j'ai remarqué que, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui n'en ont pas. J'ai remarqué de plus en plus de gens, alors là, c'est peut-être un peu moins le cas ici, quoi, mais utilisent souvent leur portable, et utilisent enfin leur mobile et n'utilisent plus vraiment des PC, quoi. Donc ça, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu en progression, quoi. Parce que vous n'en avez pas forcément l'usage, quoi. Mais donc si là, une grosse majorité en a déjà. Sinon, a priori, pour ceux qui n'en ont pas, peut-être que ces personnes-là s'équiperont plus tard. Sinon, il y a des salles, normalement, des salles libre-service. Alors, je ne sais pas si elles sont encore libre-service vu la situation actuelle, mais les années précédentes, il existait des salles libre-service dans lesquelles vous pouvez travailler a priori. OK. Alors, travailler seul, parler avec l'équipe pédagogique, donc n'ayez pas peur de moi. Si vous voulez parler, il n'y a pas de souci, et avec votre chargé de TD et TME aussi, il n'y a pas de problème, quoi. Et je l'ai dit, pas compter sur la seconde chance, hein, a priori, hein. La seconde chance, c'est vraiment si vous avez été malade ou quelque chose comme ça, hein. D'accord? Il faut viser la première. Voilà, donc c'est fait, c'est fini pour les petites explications. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? D'accord, donc oui? Pardon? Alors ça, ce document-là, il sera en PDF, hein, et le cours, il est en PDF aussi. Le cours que j'ai. Oui, oui, vous les trouverez sur Moodle. C'est d'autres questions? D'accord, donc les L0, vous n'oubliez pas que demain à 16h, là, vous avez tutorat. Vous verrez un peu comment ça se passe ici. Bon, alors c'est parti. Donc on va commencer, je vais faire une petite introduction dans laquelle on va regarder un peu l'objectif de l'UE, un premier exemple.
Et après, on regardera donc les expressions et ensuite les fonctions. D'accord, qui seront les deux gros trucs de ce cours-là, c'est-à-dire on commence vraiment doucement, hein. Si vous avez mal à suivre, vous m'interrompez, hein, vous n'hésitez pas. Donc, on va commencer par une petite première citation de Dijkstra. Dijkstra, c'est un informaticien qui est un peu matheux célèbre, hein, pour un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Dijkstra, qui est fortement utilisé pour, personne ne sait, c'est pour calculer les itinéraires. Donc les itinéraires en métro ou sur la route, tout ça, quoi. Donc il a inventé un algorithme pour faire ça. Il a inventé un algorithme qui était plus efficace que les autres. D'accord. Et il dit l'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes. Alors pourquoi il dit ça? Parce que là, on n'est pas là en cours d'informatique pour vous apprendre à utiliser un ordinateur. Évidemment, c'est pas le but, quoi. On vous apprend à programmer. Et qu'est-ce que ça dit, ça, par rapport à l'astronomie? C'est que l'informatique, c'est une science. D'accord? C'est pas juste de l'utilisation des ordinateurs. Pourquoi c'est une science? Parce que le fait de programmer des machines pour faire un certain nombre de tâches, ça pose un certain nombre de questions. Ça pose la question de ce que vous écrivez, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que c'est correct? D'accord? Plein de petites questions comme ça, quoi, qu'on verra, enfin, qu'on survolera dans ce cours-là, hein. Le but, c'est pas de vous faire de vous tout de suite des scientifiques en informatique, mais c'est vraiment ça, quoi. D'accord? Bah, parce qu'il y a souvent, vous aurez des profs dans d'autres matières qui pensent que vraiment en informatique, on vous apprend à utiliser un traitement de texte, quoi. Donc c'est pas du tout ça qu'on va faire, hein. Et je sais pas ce que vous faisiez aussi au lycée, mais quand on vous emmenait en salle informatique, je sais pas quoi, c'était rarement pour faire de l'informatique, hein. Bonjour, je vous en prie. Donc c'est le science du traitement automatisé de l'information. Donc c'est une science, c'est ce que j'ai dit. Traitement automatisé, donc ça c'est l'ordinateur. Et de l'information, bah, l'information, ça peut être des nombres, ça peut être des textes. Donc vous le voyez avec toutes les applications que vous utilisez, d'un traitement de texte jusqu'à un jeu vidéo. A priori, tout ça, c'est des applications informatiques, hein. Ça demande des connaissances qui sont communes pour ces deux choses-là, un peu spécifiques pour, euh, pour chacune aussi. Mais l'aspect traitement automatisé et l'aspect ordinateur, il est quand même important parce que c'est lui qui fixe les règles. D'accord? L'ordinateur, il fonctionne d'une certaine manière, c'est à vous de vous adapter. Donc l'informatique, ça regroupe un très grand nombre de domaines. Donc c'est pour ça que c'est peut-être difficile à cerner pour les gens qui ne le sont pas. Donc des langages de programmation, de l'architecture, des systèmes, théorie des graphes, qui sont des aspects un peu plus mathématiques, les réseaux, la sécurité, les bases de données, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, tout ça, c'est des branches de l'informatique qui ont chacune leur spécificité. Alors, c'est quoi un programme? Un programme informatique, c'est donc d'après ce que vous pouvez lire sur Wikipédia, c'est une séquence, un programme informatique, c'est une séquence d'instructions qui spécifie étape par étape les opérations à effectuer pour obtenir un résultat. Jusque-là, je suis assez d'accord, hein. D'accord. Il est exprimé sous une forme qui permet de l'utiliser avec une machine comme un ordinateur pour exécuter des instructions. Un programme est la forme électronique et numérique d'un algorithme exprimé dans un langage de programmation, un vocabulaire et des règles de ponctuation destinées à exprimer les programmes. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir là, c'est le vocabulaire et les règles de ponctuation pour exprimer les programmes, et aussi ce qu'on veut faire avec ces programmes, quoi. Les buts qu'on se fixe, hein. Mais des ordinateurs, vous en avez partout, hein. Votre téléphone mobile, votre smartphone, c'est un ordinateur. Votre tablette, c'est un ordinateur, hein. Tout ça, c'est un ordinateur. Vous pouvez faire les mêmes choses sur des mobiles que sur des ordinateurs type tour ou sur un ordinateur portable comme ça. C'est juste après des questions de performance et des questions d'architecture qui peuvent être différentes, donc des manières de communiquer avec la machine qui sont différentes. Par contre, la plupart des langages de programmation, en général, ils peuvent être sur plusieurs machines en même temps. Là, ce qu'on programme en Python, vous pouvez avoir Python sur votre téléphone. Vous avez peut-être Python sur votre calculatrice. Donc tout ça, c'est des choses des programmes, des langages de programmation qui sont communes à plusieurs architectures, et les architectures différentes, c'est la personne qui a écrit le programme qui lit votre programme, parce que Python, c'est aussi un programme aussi, quoi. Donc il a été codé aussi dans un langage, quoi. Alors je fais pas la blague pour le Python parce que c'est un langage interprété, mais je sais pas, vous connaissez le langage C ou pas? Vous en avez déjà entendu parler?
Voilà. Donc le langage C, vous écrivez des programmes en C, et il y a un petit programme qui s'appelle le compilateur, qui va prendre ce que vous avez tapé comme programme, et hop, il va le transformer en 0 et 1 pour que la machine exécute. D'accord? Ça s'appelle un compilateur. Donc c'est un programme. Donc il y a quelqu'un qui l'a programmé, hein, parce qu'on l'a pas ramassé dans les bois, hein. Donc à votre avis, le compilateur C, il est programmé en quoi? Alors il peut être programmé en binaire directement, c'est peut-être le premier compilateur C, c'est très bien, il a dû être programmé comme ça, mais maintenant c'est fini, il est programmé en C. Bon, c'est juste une petite digression là, ne prenez pas de notes là-dessus. Mais c'est pour dire qu'en fait, n'importe quoi que vous utiliserez sur votre ordinateur, il a été programmé par quelqu'un, hein, d'accord? Et dans ce cours, on va essayer de programmer des petites choses, mais il faut bien vous dire que vous pouvez tout faire en fait, quoi. Et la seule limite, c'est votre imagination, d'accord? Donc si vraiment vous êtes passionné, au bout d'un moment, vous créerez des programmes vous-même, quoi, hein, d'accord? Vous pourrez vous créer un jeu, c'est possible, oui, il y en a qui font ça, quoi. Faut avoir envie, hein, après, mais vraiment, la seule limite, c'est votre imagination. Le programme, ce qu'on vous apprend en programmation là, ça sert pour tous les langages de programmation, a priori, qui sont du même type. Donc programmer, c'est écrire des programmes, donc donner des instructions à une machine en vue de réaliser un résultat. Donc les instructions, donc c'est des ordres que vous donnez à la machine qui sont relativement simples, d'accord? Et il y a une analogie avec les recettes de cuisine. Quand vous avez une recette de cuisine, un certain nombre d'étapes à faire, et ben vous, quand vous programmez, vous allez dire à la machine les différentes étapes qu'elle doit effectuer, en sachant que la machine est capable de faire qu'un certain nombre d'instructions élémentaires. Donc les machines sont des PC, processeurs puces. Donc les résultats, calculer une expression, construire une image, effectuer un geste physique, mettre en page un texte. Donc il y a plein de résultats possibles d'un programme. D'accord? Donc c'est présent partout. Et le langage de programmation que vous allez étudier là pendant ce cours, c'est a priori l'intermédiaire entre vous et la machine. En sachant que c'est à vous de vous adapter, quoi. Donc vous allez écrire des textes, c'est du texte, hein, vous allez écrire des lettres les unes derrière les autres qui vont être votre programme pour dire à la machine ce qu'elle doit faire. La machine, si elle ne comprend pas ce que vous lui avez dit, c'est vous le problème, hein, c'est pas la machine, hein. La machine, elle n'est pas intelligente, hein. Même les assistants là à qui vous parlez, ils sont pas intelligents non plus, hein. Il n'y a pas de machine intelligente, ça n'existe pas. Bref. Alors, concepts fondamentaux. Donc, la démarche que vous aurez quand vous allez avoir chaque exercice, hein, c'est une démarche de résolution de problème, donc de type ingénieur. Donc, on va vous poser un problème, vous devrez trouver une solution. D'accord? Sur le premier cours ici, ça va être, les problèmes vont pas être très compliqués, donc la solution va être immédiate. Mais après, dès que vous aurez un problème un petit peu plus compliqué, bah, comme un ingénieur, il faudra dire bon, alors on va décomposer ça en plusieurs étapes et voilà les différentes étapes qu'il faut réaliser et voilà comment je les code au fur et à mesure. Voilà. Et vous aurez votre programme. D'accord? Donc la démarche, c'est spécifier le problème, une approche algorithmique des solutions, donc on va pas faire ça tout de suite, mais la plupart des programmes qu'on va vous donner, c'est toujours des répétitions en fait de motifs. Donc il faut essayer de trouver le motif qui correspond à qui va bien se dérouler avec la répétition jusqu'à obtenir votre résultat final. Et on programme en langage Python. Donc au niveau des cours, donc la calcul simple, un peu une espèce de calculatrice un peu améliorée, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Au cours numéro 2, la semaine prochaine, on commencera à voir les fonctions et les alternatives. Donc les fonctions, on va déjà les voir un petit peu maintenant. L'alternative, c'est le if then else, que vous connaissez peut-être déjà si vous avez déjà fait un peu de programmation. Et cours 3, 4, 5, où on verra les boucles. Et à partir de là, en fait, là, vous avez tout ce qu'il faut pour programmer n'importe quoi, hein. D'accord? Là où on arrive à un niveau de connaissance du langage qui permet de faire n'importe quoi, ce que vous voulez. Ensuite, bon, il y aura de la manipulation de structures de données qui sont des choses pour être plus performant dans la programmation, donc qu'on verra à partir du cours numéro 6. OK? Mais déjà, sur toute la première période, là, on va vraiment voir ce qui fait la base de la programmation
Et c'est vraiment là qu'il faut vraiment bien tout intégrer. Hein. D'accord. Et donc, me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, si je vais trop vite. OK. Donc, le support de langage de programmation, c'est du Python 3. Donc, c'est le Python qui est actuel, le langage. L'environnement de programmation maison qui sera installé dans la salle de TP, il s'appelle Mister Python. Donc, il est téléchargeable sur le. A priori, il y a un lien sur le site de l'UE, sur le Moodle, qui vous enverra vers ça. Donc, il y a Linux et macOS. La manière d'installer est un petit peu plus complexe que sous Windows. Donc, sous Windows, il y a un installateur qui est disponible, qui est une nouveauté de cette année. Sous Linux et macOS, en gros, il y a 3 commandes à taper dans un terminal pour installer ça. Et a priori, vous êtes bon. Si vous avez des problèmes, si vous avez, a priori, vous voulez installer ça, vous pouvez aller voir l'association qui s'est présentée au début. Là, si vous avez un Mac ou un Linux, ou si vous n'avez pas de Linux, si vous voulez installer Linux sur votre machine, vous pouvez aller les voir, ils vous aideront. Sinon, votre cher est TD, et puis en dernier recours, vous pouvez venir me voir avec votre machine et on voit ça à la fin du cours. Mais vous ne soyez pas 50 parce que, a priori, à 12h30, il faut que vous alliez manger, et moi aussi. Voilà. Donc, attention, petite remarque à la fin. Ceci n'est pas un cours de Python, mais c'est un cours en Python. D'accord. Donc, on apprend à programmer. Il se trouve qu'on fait ça avec un vrai langage parce que, quand même, c'est mieux. Parce qu'avant, les gens, enfin, un peu plus âgés, on va dire, quand ils apprenaient à programmer, ils apprenaient sur papier, ce qui est très bien, et puis ils apprenaient avec des pseudo-langages, en fait. Voilà. Donc avec des cifres, ils écrivent en français ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est pas la démarche qu'on a ici, hein, d'accord. Quitte à programmer avec un pseudo-langage, autant que le pseudo-langage soit un vrai langage. Et ça veut dire ici c'est Python. C'est une version restreinte de Python. Vous n'aurez pas. Donc prenez pas un cours de Python, ça va pas vous aider, hein, d'accord. Prenez le livre qui est disponible là, suivez les cours, les TD. Prenez pas un bouquin de Python, il va vous apprendre des trucs qui sont pas autorisés entre guillemets en contrôle. D'accord. Les seules choses qui sont autorisées en contrôle, je vous l'avais dit, c'est ce qui est sur la carte de référence qui vous sera distribuée. Hein. OK. Donc la bonne méthode, donc si vous êtes, et en plus si vous êtes encore, si vous avez du mal, c'est vraiment la dernière des bonnes idées d'aller chercher un bouquin de Python. D'accord. Vous expliquez la nature de votre problème à votre prof ou à moi. On essaie de voir comment améliorer les choses. Et surtout la ressource, c'est le livre. Hein. Le livre et le PDF associé que vous pouvez télécharger gratuitement. Hop. Donc, a priori, vous avez une petite définition de Python là, qui est issue de Wikipédia. Donc, je vais juste regarder les trucs un peu en rouge là. Rien à lire. Donc, c'est un langage de programmation objet. Donc, ici, dans ce cours-là, on verra rien de programmation objet. Multiparadigme. Donc, en fait, à la fois objet, impératif. Donc, c'est ça qu'on appelle multiparadigme. Mais ça, pour l'instant, on n'utilisera qu'un seul paradigme. C'est de la programmation impérative. Et multiplateforme, parce que vous pouvez retrouver ça dans plein de plateformes différentes. Déjà, vous avez vu, c'est disponible pour tous les OS. Vous en avez aussi disponible pour calculatrice. Et puis, je suis sûr que vous pouvez en installer sur votre téléphone mobile aussi. Petits environnements de développement limité de Python. Donc, tout ce que vous allez écrire sera du vrai Python 3. C'est-à-dire que si vous sortez de Mister Python, vous utilisez un vrai interpréteur Python, bah, votre code, il marchera. D'accord. Donc, l'objectif principal, c'est comprendre les éléments de programmation généraux et aussi donc connaître un langage en particulier, Python. Ça sera un bon point de départ si vous avez besoin ensuite de programmer en Python de manière plus avancée. Et étudier un axe de programmation, c'est la sûreté. C'est-à-dire qu'en fait, on vous apprend à spécifier vos programmes et à faire en sorte que ce que vous écrivez, il y a un moyen d'être sûr que c'est correct. D'accord. Il y a plein de moyens d'écrire des programmes. Même des machines peuvent écrire des programmes en écrivant n'importe quoi. Parmi tous les n'importe quoi qu'elles peuvent écrire, il peut y avoir des programmes qui s'exécutent. Mais est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'ils font quelque chose d'intéressant? Et surtout par rapport à vous, c'est est-ce que votre programme que vous avez écrit, est-ce qu'il répond au problème initial qui était posé là dans l'exercice? Mais d'une manière générale, vous avez un problème à résoudre, vous le faites avec la machine. La question, c'est ce que vous avez écrit, la démarche intellectuelle que vous avez faite pour décortiquer votre problème et dire c'est ça la bonne méthode pour le résoudre. Est-ce qu'ensuite, ce que vous avez transcrit sur votre machine, est-ce que c'est correct ou pas?
D'accord? Parce que la machine, elle peut vous sortir un résultat, il n'est pas forcément juste. Hein. OK? Donc, on va voir ça après. Donc, un exemple de problème. On va commencer très simplement. Premier problème, quels sont les nombres premiers inférieurs à 30? Est-ce que tout le monde peut répondre à cette question? On peut commencer, c'est quoi le premier? Ça commence par. Mais non, hein, il n'est pas premier. Non, ça commence à 2 les nombres premiers. Mais c'est pas grave, c'était bien tenté. Mais un peu. Enfin, c'est une convention. Mais, Donc, ça commence à 2. Ensuite, 3, 5, 7, non pas 9, hein. Oui, 11, etc., etc. Donc, on peut aller comme ça jusqu'à 30. Donc, vous pouvez le faire. Alors, peut-être que les premiers, vous les connaissez par cœur. Dès que vous arrivez un peu plus vers des nombres avec plus de chiffres et tout ça, est-ce que vous pouvez continuer de répondre à la question ou pas? Est-ce que vous pouvez continuer de les énumérer ou pas? Qui pense qu'il en est incapable? Vous sous-estimez, là. Vous êtes dans la sous-estimation. Donc, on était à 11. Pourquoi il n'y a pas 12? Bah, il est pair. D'accord? Donc, on le fait pas. Non. 13. 13, on le garde. Pourquoi on le garde? Parce que vous savez par cœur que 13 est premier ou parce que. Oui? Voilà, mais ce qui se passe dans ta tête, c'est quoi? Tu essayes de le diviser par des nombres qui sont plus petits que lui. Et qu'est-ce que tu trouves? Bah, qu'il n'y en a pas, en fait. Bah, à part 1, évidemment, mais on trouve qu'il n'y en a pas. Et on peut continuer comme ça. Donc là, vous me disiez non, on peut pas, mais vous pouvez continuer de 14. Bah, il est pair, non. 15. Ah bah non, ça, je peux le diviser par 5, hein, etc., etc. Donc, avec une démarche comme ça, vous allez pouvoir énumérer jusqu'à 30 et même au-delà, en fait. Hein. D'accord? C'est juste, ça va vous prendre du temps. Mais vous êtes capable. Et donc, l'histoire d'essayer de créer un programme qui fait ça, c'est déjà vous essayer de faire un travail d'introspection et vous dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand j'essaye moi-même de résoudre le problème. Quoi. Et donc, arriver à vous dire, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Après, vous, je ne sais pas, c'est peut-être à vous de me le raconter. Mais moi, si je suis en train de faire cette démarche-là, d'essayer de trouver les nombres premiers inférieurs à 30 et même au-delà, bah, je vais prendre les nombres un par un, et à chaque fois, je vais me poser la question, est-ce qu'il est premier ou pas premier? Et puis, pour répondre à la question, je vais essayer, dans ma tête, de le diviser par des nombres qui sont plus petits que lui. Donc, voilà le programme. Alors, évidemment, ce n'est pas à l'issue de ce premier cours qu'on vous demandez de savoir écrire ça déjà. D'accord? Mais ça vous montre déjà, en fait, à quoi ressemblera tous les programmes que vous allez écrire. D'accord? Donc, ça commence par. Alors, ici, vous avez une définition def avec une fonction qu'on a décidé d'appeler liste premier. On aurait pu l'appeler Pikachu, mais on s'est dit que liste premier, c'était plus parlant pour faire une fonction qui nous donne la liste des nombres premiers. Donc ça, c'est un nom qu'on a inventé, liste premier. Ça prend une variable n qui est de type int, c'est integer, c'est un entier, et petite flèche, ça renvoie une liste d'entiers. D'accord. Donc pour l'instant, ça, c'est pas à l'issue de ce cours-là que vous saurez faire ça. C'est juste un exemple pour vous montrer vraiment de manière générale tout de suite là vers où on va aller. Vous avez ici en bleu ce qu'on appelle la spécification qui explique un peu comment est faite la fonction. Donc vous avez une précondition qui dit qu'en fait le nombre n il doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Je ne travaille pas avec les négatifs. Donc c'est une condition qu'on s'impose. On dit à celui qui va utiliser cette fonction, tu me donnes un n qui peut être 3, 8, 14, et je te dirai si c'est. En fait, je reviens en arrière. C'est le nombre premier inférieur à 30. Donc le n qui est donné ici, c'est le 30, hein, dans l'exemple qu'on a donné. Mais c'est une fonction qui est plus générale, vous voyez. On pourrait demander c'est quoi les nombres premiers plus petits que 100. Il suffit de remplacer n par 100 et puis il va nous faire ça. D'accord. Donc le paramètre ici, c'est n. Donc ça permet d'avoir, avec un seul algorithme, pouvoir répondre à plusieurs questions comme ça qui sont du même type. Évidemment, on ne veut pas qu'on pose la question, c'est quoi la liste des nombres premiers inférieurs à moins 12? On trouve que cette question n'a pas de sens, et donc en mettant cette précondition, on l'interdit. C'est-à-dire, je dis, quand j'écris une fonction, moi, qui s'appelle liste premier, et que je vous la donne pour que vous l'utilisiez, voilà, c'est ça être informaticien. Je j'écris des fonctions, je vous la donne pour que vous puissiez l'utiliser. Et ben je dis,
tu n'as pas le droit d'utiliser pour les n négatifs. Est-ce que ça vous empêche d'utiliser ça avec un n négatif? Non. Vous pouvez quand même l'utiliser avec un n négatif. Mais je vous ai averti ici que ma fonction ne marche que pour les n supérieurs ou égal à 0. Donc si vous vous obstinez à l'utiliser avec un n négatif, c'est votre problème, c'est pas le mien. D'accord? Moi, je garantis que ma fonction, elle marche pour les n positifs. Si vous l'utilisez hors de ce cadre-là, c'est votre problème, c'est pas le mien. D'accord? Vous avez déjà entendu parler de bugs? Souvent, c'est ça. C'est que les fonctions sont spécifiées et quelqu'un les utilise mal. D'accord? Donc ça, les préconditions ici, ce sont les conditions dans lesquelles je garantis que ma fonction, elle marche. Bon, après, il y a toujours des bugs, hein, mais c'est une autre question. Donc, il faut les respecter quand vous appelez la fonction. Et ensuite, j'explique ce que fait la fonction. On retourne la liste des nombres premiers inférieurs à n. Voilà. Donc, dans chacun des programmes que vous écrirez, vous aurez forcément ça. Donc ici, ce que fait votre fonction, alors les paramètres qu'elle prend là, ce qu'elle renvoie, des préconditions éventuelles, des fois il n'y en a pas, hein. Donc il dit que sur les paramètres, ce qu'ils ont droit d'être, et ce que fait la fonction, qui commence toujours par retourne, et qui explique en fonction des paramètres ce qu'elle doit calculer. Oui, ça pourrait être. Oui, bah a priori en TME, ouais, vous pouvez les écrire. En TD, a priori, comme c'est l'énoncé de l'exercice, ça vous dit déjà écrire une fonction qui retourne je ne sais pas quoi. Après, en TD, pour gagner du temps, on ne va pas l'écrire. Vous mettrez 3 petits points, vous savez qu'il faut l'écrire, mais ce n'est pas nécessaire. En TME, vous pouvez l'écrire parce que vous avez juste à copier-coller ce qu'il y a dans l'énoncé, dans le texte de la question. Vous copiez, hop, vous collez, vous avez tout de suite retourne, je ne sais pas quoi. Voilà. Et puis vous mettez les noms des paramètres pour être plus explicite. Hein. D'accord? En contrôle, pareil, hein, vous n'aurez pas à écrire le truc bleu. Les hypothèses, oui. D'accord. Donc dans les trucs bleus, les préconditions ici, il faut les écrire. Ça, c'est obligatoire. S'il y en a, il faut les écrire. Par contre, l'explication retourne ici. Ça, on ne vous le demandera pas de l'écrire parce que c'est juste une redite de la question en général. Voilà, c'est clair? Hein. Mais bon, là, comme on est sur Vidéoprod, là, je peux tout écrire, il n'y a pas de problème. Et dans les exercices corrigés, il y aura tout qui sera écrit. Hein, d'accord. Donc, il faut connaître la démarche. Après, on essaiera de gagner du temps. Donc ça, c'est une chaîne, ce qu'on appelle, c'est une chaîne de documentation en Python. Hein. Ça commence par trois petits guillemets ici, et ça se ferme par 3 petits guillemets. D'accord? On ouvre 3 guillemets, on ferme 3 guillemets à la fin. Ça, c'est de la syntaxe. Hein. D'accord? Donc c'est le genre de truc dont je vous parlais, il faut le respecter absolument. Si vous décidez de mettre que 2 guillemets au lieu de 3, bah non, ça ne marchera pas. Quoi. Et c'est pas la faute de l'ordinateur, c'est la vôtre. Hein. D'accord? Bon, mais avec l'expérience, vous verrez que ce genre de choses ne posera plus de problème. De la même manière, pardon, tout ce qui est indiqué en rouge là sont des mots-clés qui sont des mots-clés de Python, qui sont réservés. Hein. D'accord? Il n'y en aura pas tant que ça à connaître. Ils seront sur votre carte de référence. Donc, à chaque fois que vous définirez une fonction, ça commencera toujours par def. Voilà. Mais ça, vous le verrez, c'est écrit sur la carte de référence, mais au bout d'un moment, il n'y aura même pas besoin de. Enfin, si vous avez un doute, vous pouvez regarder votre carte de référence, mais a priori, vous le connaîtrez par cœur assez rapidement. Peut-être que vous le connaissez même déjà par cœur. Bon, après, je vais aller plus vite parce que là, c'est pas vraiment cet exemple-là, vous n'êtes pas censé l'écrire pour ce cours-là, donc je vais aller un peu plus vite. Donc, il y a une variable ensuite qui est i est premier de type booléen. Booléen, ça veut dire vrai ou faux. C'est les seules valeurs qu'il peut prendre, qui au début m'est mis à faux. Et je prends une liste L ici que j'initialise à une liste vide. Donc, une liste, c'est une espèce de. Bah, c'est une liste. Au début, elle est vide. Je prends l'anti-n et je dis pour toute la variable i qui va prendre les valeurs successives de 2 jusqu'à n, je mets i est premier à vrai, je déclare une variable j de type entier, et pour tous les j qui vont de 2 à i-1, si le reste de la division de i par j est égal à 0, c'est-à-dire que si i est divisible par j, alors je dis qu'il n'est pas premier. D'accord? Là, c'est vraiment le cœur de l'algorithme, c'est à cet endroit-là. Hein. Si i est divisible par j, je dis qu'il n'est pas premier. Et une fois que j'ai fait ça pour donc j'essaye pour tous les nombres. Donc ici, les i là, le i qui est là, c'est quand j'énumère, comme je l'ai fait tout à l'heure avec vous, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je les énumère tous jusqu'à 30.
Et le j qui est là, c'est tous les nombres par lesquels j'essaye de le diviser dans ma tête. D'accord? Donc, par exemple, i, donc il varie de 2. Imaginons que i, là, il en est à être à 12. Et ben j, je vais essayer de le diviser par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, etc. Mais dès que j'aurai essayé de le diviser par 2, je verrai qu'il est divisé par 2, et donc je dirai qu'il n'est pas premier. Voilà. Donc, pour chaque valeur de nombre entier, je teste ici s'il est premier. À la fin de ça, la variable i est premier, soit elle est restée à vrai, soit elle est devenue fausse. Et si elle est restée vraie, c'est-à-dire si j'ai pas réussi à le diviser, si j'ai jamais mis à faux, à ce moment-là, je le mets dans append, je le mets dans la liste. Et à la fin, je retourne la liste. D'accord? Bon, là, je vais volontairement un peu vite, et là, je vous demande pas de comprendre cet algorithme tout de suite, quoi, mais d'en avoir l'idée et d'avoir un peu un sentiment de ce qu'on va faire un peu ce semestre. Mais on va commencer un peu plus simple. Donc, tout ce que je vous ai expliqué là, on va faire un petit peu de vocabulaire. Si on exécute liste premier ici avec 30, voilà la liste des nombres qui va nous sortir, qui sont bien effectivement les nombres premiers qui sont inférieurs à 30. Alors, un peu de vocabulaire. Donc, la définition ici, c'est ce qui est la ligne qui commence par def, donc qui prend un nom de fonction, une parenthèse, et ici un certain nombre de paramètres. Fermez la parenthèse. Une petite flèche qui est constituée d'un tiret et d'un supérieur, et ensuite le type du résultat. Donc ça, vous allez tellement en écrire qu'au bout d'un moment, j'espère que ça sera vraiment automatique. Il y a des variables à l'intérieur, par exemple la variable i est premier ou la variable l, c'est des variables. Donc elles apparaissent en bleu foncé ici, partout. Les mots-clés en rouge, ce que j'avais dit. Il y a des expressions, qui sont comme des expressions mathématiques. 2, i-1, i modulo j égale 0. Ce sont des expressions, c'est des choses qui se calculent. L'expression, c'est des choses qui se calculent. On va voir juste après. Et vous avez des instructions, c'est des ordres que vous donnez à la machine, comme le if, si i est premier est vrai, ou la boucle pour toutes les valeurs de i qui vont de 1 à n, moins 1, ou l'instruction mais false dans i est premier. Donc voilà, donc là, dans ce petit exemple que je vous ai montré, on a tous les ingrédients. Et donc là, il faut juste que vous sachiez, là, quand je vais utiliser la définition, variable, expression, instruction, que vous sachiez de quoi je parle. Dans ce cours, a priori, on s'intéresse aux expressions et définitions de fonctions simples. Donc le premier cours, le cours de ici et maintenant. Là. Dans les prochains cours, on verra le reste, mais dans ce cours, vraiment, on va se limiter au plus simple, pour aller doucement. On va voir les définitions, c'est comment on écrit la première ligne, et les expressions, c'est comment on écrit des calculs. Et évidemment, ça sera assez intuitif parce que vous avez tous eu des calculatrices, vous avez tous fait des maths de toute façon, et donc vous allez voir que c'est assez intuitif. Donc les expressions, on va voir ça. Donc on a les expressions simples, des expressions composées, et le principe d'évaluation de ces expressions. Donc on va être un petit peu, on va être un petit peu théorique. Donc on va faire un peu de hauteur là-dessus. Mais ouais, vous allez voir que c'est quand même totalement intuitif ce qu'on va voir maintenant au niveau de ces expressions. Donc une expression, c'est un texte, donc c'est un certain nombre de symboles qui sont écrits les uns derrière les autres, qui expriment comment on calcule une certaine valeur. Donc il y a deux éléments là-dedans que vous connaissez déjà même de manière implicite. Donc la syntaxe. La syntaxe, c'est la manière d'écrire les choses pour qu'on soit d'accord. Quand vous avez fait des maths, même quand vous faites de la physique ou de la bio, que vous écrivez des formules, a priori, entre vous, le prof, les autres scientifiques, vous êtes d'accord sur la manière d'écrire les choses. Vous êtes d'accord que ça, c'est plus, et que ça sert à faire des additions. Des choses comme ça. Donc il y a des conventions et tout ça, c'est la syntaxe. Vous savez que quand on ouvre une parenthèse, il faut la fermer, et que ça rend une priorité des opérations entre les parenthèses. Donc tout ça, c'est des choses que vous savez déjà, et vous allez voir qu'en Python, a priori, elles sont reprises, c'est les choses qui sont assez usuelles. Et vous avez les sémantiques, c'est le sens qu'on donne à ça. Donc par exemple, le symbole plus, là, on donne le sens que ça effectue une addition. D'accord ? Évidemment, quand vous avez des expressions très compliquées, elles peuvent avoir un sens plus élevé. On va voir ça après. Donc vous avez deux types d'expressions. Les expressions simples, donc c'est des expressions atomiques, c'est les choses où en fait, quand vous les évaluez, elles sont elles-mêmes. Et les expressions composées, c'est celles où il y aura des plus ou des moins ou des choses comme ça. Donc exemple d'expression simple. Donc si dans Python là, vous tapez 42, il vous répond 42. Donc il a évalué 42.
et il vous a dit que c'est 42. Alors c'est plus complexe qu'il y paraît, hein. D'accord? Parce que quand vous écrivez 42 comme ça, il y a quand même la machine derrière qui récupère le 42, mais elle récupère pas 42, hein. Elle récupère un truc qui est le 4, qui est codé d'une certaine manière, un 2 qui est quelque chose d'autre, et à partir de ça, en interne, il transforme ça en 42. Parce qu'à l'intérieur de la machine et du processeur de la machine, il n'y a pas des 4 et des 2, hein. Il y a du courant. Donc il transforme ça en interne, dans sa représentation du 42. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il refait le contraire, c'est qu'il prend sa représentation du 42 et il utilise un autre algorithme qui la transforme pour que vous, humains, vous puissiez voir ce que c'est que 42. Alors peut-être que bon, ça vous paraît peut-être un peu abstrait, je suis étonné que personne ne dise quoi que ce soit, mais si j'ai un Mr Python là qui traîne là quelque part, hop, il est passé où lui? Non, je l'ai pas. Ok, je vais devoir le fermer. Je vais vous montrer quand même, parce que sinon on va parler dans le vide. Hop. Bon, Mr Python, c'est ça. On le voit. Tac. Hop. Et bien sûr, il me fait n'importe quoi. Je vais le remettre comme il faut. Bon, c'était pas prévu comme ça, mais comment ça me saouler. Ok, je vais le refermer. Je vais le laisser en petit, comme ça on aura moins de problèmes. C'est bon, tout le monde le voit bien? Parfait. Alors, Mister Python, c'est ça. Alors là, a priori, si vous créez un nouveau programme, vous écrirez vos programmes là. Et là, en fait, ce qu'on voit sur la transparence, et ici, c'est l'évaluation immédiate qui est écrite ici. C'est un peu le mode calculatrice. En fait. Donc là, par exemple, ce qu'on avait dans le transparent, c'est écrit 42, hop, il me répond 42. D'accord, il fait évaluation de 42. Et vous voyez, il met 42 entre deux quotes comme ça, quoi. Donc en fait, lui, ce que je lui donne, c'est du texte, qu'on appelle les chaînes de caractères. Donc on lui donne un texte comme ça, 42, et puis lui, il l'évalue en interne, et il fait 42. Mais on verra juste après, mais si je donne un texte un peu plus compliqué, genre 2 plus 3, là, hop, bah, il va analyser la chaîne 2 plus 3, et il va dire que ça fait 5. D'accord? Donc c'est ça que je suis en train de vous montrer. Donc là, on n'est pas encore en train d'écrire des programmes, on est en train d'utiliser le mode calculatrice de Mister Python. Ok. On peut lui demander aussi d'utiliser des fonctions. D'accord? Donc chaque expression possède un type, qu'elle soit simple ou des expressions composées. Donc si je demande quel est le type de 42, il va me dire c'est de la classe int. Donc c'est du type int. Int, ça veut dire integer en anglais, c'est un entier. Alors il y a d'autres types, a priori. On a des types booléens. Les types booléens, ça ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Le type, il s'appelle bool, B2OL. Et ça s'évalue en lui-même. Si vous demandez true, il va dire que ça s'évalue en true, false. Et après, vous verrez qu'il y a des choses qui s'évaluent là en ça, en un booléen. Par exemple, si je pose la question, est-ce que 2 est plus grand que 3? La réponse, c'est faux. Donc, quand vous écrirez 2 plus grand que 3, bah, ça se calcule et ça vaut faux. False. C'est un booléen. D'accord? Donc, ça, vous n'avez pas forcément 2 plus 3, vous savez que ça fait 5. Vous avez cette notion de calcul pour le plus. Vous n'avez pas forcément cette notion de calcul pour le supérieur ou l'inférieur, mais c'est pareil, ça, c'est un calcul aussi. 2 supérieur à 3, ça se calcule et ça vaut faux. Vous avez les entiers, donc type int. A priori, là, vous avez un entier qui est super grand, là. Donc, il n'y a pas de limitation de taille d'entier à part la taille de votre mémoire en Python. Et le type d'entier, c'est integer. Donc, notation mathématique habituelle. Hein, donc, si le nombre est négatif, il y a un moins devant. Voilà. Donc là, il y a vraiment
il n'y a pas de quoi être dépaysé. Alors, il y a les nombres réels, donc bon, qui sont appelés réels, mais c'est un peu un abus de langage, parce qu'a priori, vous n'avez pas tous les nombres réels possibles. Vous n'avez que des valeurs approchées des nombres, de nombres réels. En fait. Donc, vous avez plusieurs manières de les écrire. Vous pouvez les écrire comme d'habitude, alors en faisant attention que c'est en notation anglo-saxonne, donc on utilise un point pour le séparateur décimal. Vous pouvez utiliser un moins devant le nombre pour avoir un nombre négatif. Et vous avez aussi la notation scientifique. 1.3 E2, ça veut dire 1,3 multiplié par 10 puissance 2. Tout à fait. Donc c'est un type float et c'est un sous-ensemble des réels, c'est ce que je disais. Donc vous n'avez pas tous les réels, vous n'avez qu'un sous-ensemble des réels. Pour ce qui pose des questions, des problèmes de temps en temps pour tester l'égalité de deux réels. Il faut éviter de tester l'égalité de deux réels parce que suivant la manière dont vous avez fait le calcul, vous n'avez pas les mêmes arrondis, vous n'avez pas les mêmes erreurs d'approximation et vous avez une égalité qui est vraie en mathématiques, elle ne sera pas forcément vraie sur l'ordinateur si l'ordre dans lequel vous avez fait les calculs n'est pas le même. Parce qu'il y a des erreurs qui s'accumulent, elles ne s'accumulent pas forcément dans le même sens, et donc vous avez les nombres sont très très proches, mais peuvent être très très proches, mais tout de même différents. Et vous avez les chaînes de caractères, ce que j'appelais un peu les textes. Donc là, pardon, bonjour et demain. Alors il y a deux manières de les écrire, soit avec des guillemets comme ça, des guillemets, des guillemets anglais, soit avec des quotes, ce sont des apostrophes comme ça. Voilà. Donc, c'est les deux manières d'écrire les chaînes de caractères. Donc, là, vous avez un certain nombre d'exemples ici. Donc, quand vous tapez une chaîne, il vous renvoie la chaîne, parce que c'est des expressions simples. On n'a pas encore vu les expressions compliquées. Vous remarquerez que quand vous l'écrivez entre guillemets, il vous répond avec des quotes, parce que pour lui, en fait, la représentation canonique, on va dire, c'est avec des quotes. Et si on lui demande le type d'une chaîne de caractères comme ça, il répond str, qui veut dire string, qui est le mot anglais pour chaîne. C'est bon? A priori, voilà. Et sur les types simples, c'est les seuls types simples que vous verrez de tout le semestre. D'accord? Après, on va avoir des types composés qui seront les listes de trucs comme ça ou d'autres choses, ou des dictionnaires, ou des choses comme ça, mais c'est des structures de données plus élaborées. Mais au niveau des types simples, il n'y a pas plus que ça. Donc, on les récapitule. Booléen, entier, réel, chaîne. En sachant qu'en entier, c'est un sous-ensemble, en gros, c'est un sous-type de réel. D'accord? Les réels, ils contiennent les entiers. Donc, c'est la même chose en maths. On verra. Donc voilà. Donc là, ce qu'il y a à retenir des expressions simples comme ça, c'est qu'elles s'évaluent en elles-mêmes. Et donc les ensembles de types, les quatre qu'il y a à connaître, bool, float, int, qui est un sous-type de float, et str. Alors qu'est-ce que ça veut dire que quand int est un sous-type de float? C'est que n'importe quelle fonction qui accepte un float, vous pouvez lui donner un int, elle sera contente. D'accord? C'est autorisé. Par contre, le contraire n'est pas autorisé. Si vous prenez une fonction qui doit prendre un int, vous ne pouvez pas lui donner un float. Même s'il est entier. Bon, alors, les expressions composées, c'est déjà un peu plus intéressant. Donc, elles sont composées à partir d'expressions simples, d'opérateurs ou de l'application de fonctions qui sont déjà prédéfinies. Donc là, vous avez un certain nombre de petits exemples d'expressions composées. 2 plus 3, c'est composé. Pourquoi c'est composé? Parce que c'est pas simple. Donc, c'est composé de deux éléments simples, 2 et 3, et d'un opérateur plus. Et donc, ça calcule le 5. Vous avez la même chose ici, 2 fois 2,5 plus 1. Vous voyez que le résultat, il écrit 6.0. Pourquoi, à votre avis? 6.0, c'est de quel type? Oui. Oui, c'est un float, ouais. Alors que si c'était un entier, on aurait juste vu 6. Mais là, il écrit vraiment .0. Pour bien insister que c'est un float. Et pourquoi c'est un float? Le résultat, alors que c'est un entier, mathématiquement, c'est un entier. 6, c'est un entier. Il n'est pas devenu réel. Enfin, il est resté réel et tout ça, mais il n'est pas sorti. Ouais. Parce qu'il y a un float dans le calcul. Et donc, à partir du moment où il y a un float dans le calcul, c'est un peu contagieux. Donc, tout le reste devient float. Qu'est-ce qui s'était passé si on écrit 2.0 à la place de 2.5? La même chose. Alors, vous pouvez utiliser des fonctions. Donc tout à l'heure, il y avait fonction liste premier. Là, une fonction plus simple, la fonction max, qui est prédéfinie. Je peux demander le max de 2 et de 3. C'est une virgule, là. Donc, virgule, ce n'est pas le séparateur décimal. C'est la virgule qui permet de séparer les paramètres de la fonction.
Donc habituellement, je sais qu'au lycée, vous voyez souvent les fonctions f de x. Vos fonctions s'appellent toujours f et les variables s'appellent toujours x. Et il n'y en a toujours qu'une seule. Mais en réalité, peut-être qu'en physique, vous en avez vu qu'il y en avait d'autres. Des fonctions, elles ne s'appellent pas forcément f et elles peuvent prendre plus que x, elles peuvent prendre x et y, par exemple. Et donc, quand on met plusieurs paramètres, on les sépare comme ça par des virgules. Et en informatique, on verra qu'on n'est pas obligé non plus de les appeler tout le temps x et y. On peut inventer les noms qu'on veut, éventuellement un peu plus long qu'une seule lettre. Donc là, si je demande le max de 2 et de 3, je le multiplie par 4. Max de 2 et de 3, ça fait... Ça se calcule, ça vaut 3. C'est le plus grand des deux. 3 fois 4, 12. Résultat, 12. D'accord. Vous pouvez demander aussi les types des expressions. Les types des expressions, c'est le type du résultat. D'accord. Quand j'ai calculé 2 plus 3, ça fait 5. Et son type, bah, c'est un entier. Donc là, on va se concentrer uniquement sur l'expression arithmétique parce qu'on a vu qu'il y a d'autres types d'expressions. J'ai pris l'exemple 2 inférieur à 3 ou 2 supérieur à 3, ça c'est un autre exemple d'expression. Donc au niveau de l'arithmétique, qu'est-ce qu'on a comme disponible? L'addition, la soustraction, la multiplication. Donc pour faire une multiplication, c'est une étoile. Alors une étoile, c'est pas un x, c'est une étoile. Et c'est pas compliqué de faire une étoile, c'est une fois que vous avez fait le x, il y a juste une barre supplémentaire à faire, c'est pas un gros effort. D'accord? Parce que je vois souvent des étudiantes et des étudiants qui écrivent juste des croix comme ils ont l'habitude de le faire pour faire la multiplication, et puis quand on passe à côté d'eux, on leur dit mais c'est une étoile. Ils disent ouais non mais je sais, faites-le maintenant bien tout de suite. D'accord, attendez pas l'examen pour faire bien, faites bien tout de suite. La division flottante, la division euclidienne. Qui sait ce que c'est qu'une division euclidienne? Qui ne sait pas? La division euclidienne, c'est la division que vous avez appris. À mon époque, c'était en primaire, maintenant c'est au collège, je pense. Ou peut-être que vous avez vu en primaire aussi. C'est quand vous posez la division comme ça, vous avez le truc en. Attends, on va faire ça. Est-ce qu'on est équipé? Posez votre truc 321 là, divisé par 5. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le quotient. Donc c'est ça que calcule la division euclidienne. Là. Donc le résultat du truc comme ça, là, il est là. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le reste. Et ça, c'est le résultat du machin qui est là. Quoi. Le résultat du pourcent qui est là. D'accord? Qu'on appelle aussi le modulo. Bon, qui marche aussi avec les nombres négatifs de manière un peu plus compliquée. Mais en gros, retenez ça. D'accord? Si vous voulez faire des divisions entières, vous allez uniquement travailler dans les entiers et pas sortir des entiers vers les flottants, vers les réels. Vous voulez juste rester dans les entiers. Vous utilisez la division euclidienne et le modulo. Cette division-là, elle vous donnera forcément un résultat qui est flottant. Même si ça tombe juste. Si vous demandez 6 divisé par 2 avec lui, normalement, il vous renverra un flottant. On pourra tester tout à l'heure, si vous voulez, sur Mr Python, pour voir ça. Si vous demandez 4 divisé par 2 avec ce divisé-là, il va vous répondre 2.0. Il va vous donner un flottant. Je ne sais pas s'il y a un exemple qui est donné là, pas forcément. Donc, voilà, exemple 2 plus 3, ça fait 5. Moins 2 plus 3, ça fait 1. D'accord, règle mathématique habituelle. 2 plus 3 fois 4. Attention, il y a... Qu'est-ce qu'on calcule en premier? Le 3 fois 4. Donc la multiplication est prioritaire en Python, comme elle l'est en mathématiques usuellement. C'est la même règle. C'est pas obligatoire, mais là, il n'y a pas s'encombrer l'esprit d'une règle supplémentaire, c'est la même règle. D'accord? Donc 3 fois 4, 12, plus 2, 14. Ici, 2 plus 3, ça fait 5. 5 fois 4, ça fait 20. Donc les parenthèses aussi ont le rôle de rendre prioritaire quelque chose. Et 2,5 fois 2,5, 6,25. Pas de problème. Donc la division euclidienne, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur mon petit dessin, donc j'y reviens pas. Et conversion automatique entier flottant, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en fait. Donc bon, là, 2 fois 5, ça fait 10. Donc si les deux opérands ici sont des entiers, le résultat, il vous le donnera entier. Avec une multiplication, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez une multiplication avec ici 2 qui est un entier, 5.0 qui est un float, donc 2 c'est int,
5.0 float, le résultat il est float. C'est pour ça que vous dites 10.0, qui est mathématiquement un entier, mais qui est de type float. Parce que l'ordinateur, il ne représente pas de la même manière les entiers, int, et les réels float. Il a deux manières différentes et lui, il ne se trompe pas. Lui, il sait que sa représentation interne, c'est soit celle-là, soit celle-là. Et vous pouvez le savoir aussi, hein, parce que les règles ne sont pas très compliquées. La 10 division entière 2, ça fait 5, et 5, il reste un entier. Par contre, 10 divisé par 2, le résultat est toujours flottant, c'est ce que je vous ai expliqué, ça fait 5.0. On n'a même pas besoin de le vérifier, on pourra le vérifier si vous voulez. Donc à partir du moment où vous utilisez ce symbole de division, n'oubliez pas que le résultat il sera flottant. D'accord. Et peut-être que vous le voulez, que votre fonction renvoie un entier et surtout pas un flottant, et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez utilisé mauvais opérateur, vous auriez dû utiliser celui-là. Okay, on verra suivant le contexte hein, des exercices. Bon, je vais changer un peu de côté, hein, parce que, je sais pas si vous m'entendez aussi bien de ce côté-là que. Alors, les règles habituelles. Donc la priorité de la multiplication, division, et, voilà. Ils sont prioritaires sur l'addition et le moins binaire. C'est moins et le nombre. Mais ça marche aussi avec des variables. Hein. Vous pouvez demander moins x. Donc le moins, soit il prend un truc de chaque côté, ça fait une soustraction. Soit il est tout seul devant un nombre, ça c'est le moins unaire là, c'est l'opposé sur les autres opérateurs. Donc, dès que vous écrivez moins quelque chose, lui il prend la priorité même sur la multiplication. On a et évidemment, les parenthèses sont prioritaires. Comme, vraiment, il n'y a pas des pays. Donc les exemples 2 plus 3 fois 9, on fait 3 fois 9 en premier, donc le 27 qui est là. Et ensuite, on fait 2 plus 27, et c'est là qu'on trouve 23. C'est comme ça que fait la machine. Hein. Et là, si on veut rendre prioritaire le plus qui était au début, bah, à ce moment-là, on parenthèse. Et donc, il va faire 2 plus 3, ça fait 5, et ensuite fois 9, 45. Vous pourrez tester ça, les petites ici. A priori, là, juste si on s'intéresse au type, là, ce que je constate ici dans cette expression-là, c'est que tous les atomes, là, tous les nombres ici sont de type int. Il n'y a que des opérations, a priori, qui restent dans int. L'addition des int, c'est dans int. La multiplication des int, ça reste dans int. Donc, cette expression-là, elle renvoie 7, qui est un int aussi. Là, 4 plus 3 divisé par 2, pareil. Toutes les opérandes ici sont des int. Okay. Et les opérations ici, elles conservent le type int. Le plus et la division entière. Donc, le résultat ici, il est aussi de type int. Là, même chose. Avec en plus, ici, on voit, c'est quoi la différence entre ce moins-là et ce moins-là? Le premier moins, c'est l'opposé, c'est le moins unaire. Unaire. Et le moins ici, c'est la soustraction, c'est le moins binaire. Binaire, bi, parce qu'il y en a deux. Il y a deux opérandes de chaque. Et donc là, le résultat est entier, parce qu'on a que des trucs entiers, des opérations qui conservent entiers. Par contre, le dernier qui est là, le résultat, il est float, on le voit avec à cause du point 0. Pourquoi? Parce qu'on a fait une opération float, ici, cette division-là, la division à double. Et même si ces deux opérandes sont entières, ben le fait qu'on utilise cet opérateur-là, ça renvoie toujours un float. Et à partir du moment où lui, c'est un float, si divisé par 3, ça fait combien? 2.0, tout à fait. Ça fait 2.0. Et si je rajoute 4 qui est entier, même si 2.0, mathématiquement, c'est un entier, mais si c'est représenté 2.0 float, bah, d'accord, 2.0 plus 4, ça fait 6.0. D'accord. À partir du moment où vous avez un point 0 quelque part, vous contaminez tout le monde. Oui. Alors, 2 plus 3 fois 9. La multiplication est prioritaire, comme en mathématiques. 3 fois 27. C'est pour ça qu'on trouve d'abord 27. Intermédiaire. 2. Voilà. Merci pour la question quand même. Ouais.
les parenthèses affectées. Autre chose, mais c'est faire l'addition. Alors, en plus d'opérateurs, il y a un certain nombre de fonctions qui sont préexistantes en Mr Python. Donc, les fonctions natives, on appelle natives, donc préexistantes. Donc, il y a le max, le min, abs, c'est la valeur absolue. Et il y a des fonctions du module math. Donc, on verra. Donc, c'est un module, c'est juste un truc importé au départ, mais bon, c'est pas très important. Donc, il y a un certain nombre, quelques exercices que vous aurez, et vous serez guidé là-dessus de toute façon, qui de référence, qui nécessiteront éventuellement d'utiliser d'autres fonctions de mathématiques telles que SQRT, qui est l'abréviation de square root, SQ square, carré, RT, root, donc en français, racine carrée. Donc SQRT pour la racine carrée, cosinus, sinus. Voilà. Donc, pour utiliser une fonction, il faut connaître cette spécification. En gros, c'est quoi combien de paramètres elle prend, c'est quoi les types de ces paramètres-là, et qu'est-ce qu'elle renvoie, quel est le type du résultat. D'accord, ce qu'on va voir juste après. Bon, par exemple, il y a une version de la fonction valeur absolue. Donc, ça, c'est sa spécification. Donc, elle est définie. Donc, elle s'appelle abs. Elle prend un paramètre, un seul, qui s'appelle x, qui est de type float. D'accord. Donc, l'ensemble des paramètres, elles sont entre ces deux parenthèses-là. Et petite flèche, ça renvoie un float. D'accord. Donc, la valeur absolue, vous lui donnez un float, elle vous rend un float. Mais sa valeur absolue. D'accord. Si vous lui donnez moins 3, hop, elle vous rend. Si vous lui donnez moins 2,5, elle vous donnera plus 2,5. Si vous lui donnez plus 2,5, elle vous rendra le même, plus de la fonction valeur absolue. Donc, c'est même que sur votre calculatrice, quand vous appuyez sur apps de votre calculatrice, s'il existe. Donc, il y a deux informations là-dedans. Donc, là, le fait que la fonction s'appelle apps, elle prend un paramètre x, un réel et retourne un réel. Et ici, la spécification retourne la valeur absolue de x, ça explique ce qu'elle fait. Il n'y a pas d'hypothèse, parce que, évidemment, ça marche pour n'importe quelle flotte. Alors, il y a aussi une version de apps qui est la version int, qui est une autre fonction qui a le même nom, en fait, mais celle-ci, si elle prend un int, elle renvoie un int. D'accord. Fonction apps, si vous lui donnez un int, elle vous rendra un int, si vous lui donnez un float, elle vous rendra un float. C'est une fonction un peu spéciale. Ouais, toutes les fonctions qu'on va avoir, c'est un peu spécial comme ça. Enfin, pas toutes. Je m'avance un peu. Donc, la fonction max, là, c'est ce qu'on appelle une fonction variadique. Donc, c'est une fonction qui préexiste aussi. Elle prend combien de paramètres? Bah, autant qu'on veut. Il y a trois petits points là. Bon, il y a un maximum, mais que vous n'atteindrez jamais a priori. Donc, des paramètres qui sont de type float, elle vous renvoie un float, un seul, qui est le plus grand qu'elle a trouvé parmi tous. Et s'il y a un ex aequo, bah, c'est pas grave, c'est la même valeur. Hein. S'il y a deux fois le plus grand qui est 18, elle vous rendra 18. De toute façon, c'est quand même le plus grand, on s'en fiche de savoir lequel c'est. Retourne la plus grande valeur parmi les paramètres. Donc, vous avez, comme tout à l'heure, je vous ai dit, ça, je vous mets la version float, il y a aussi une version int. Si vous lui donnez que des paramètres int, elle vous renverra un int. Si vous lui renvoyez que des int, sauf un, si vous lui donnez en entrée que des int, sauf un qui a un float, elle vous renverra un float a priori. Hein. D'accord. Retenez que int, c'est un sous-type de float. D'accord. Hop. Donc, évidemment, il en faut au moins deux pour calculer un max. Un dernier exemple, la fonction racine carrée. Là, en entrée, elle prend un float, elle renvoie un float. Alors là, il y a un truc, est-ce qu'il y a une version int de ce truc-là? Non. C'est une fonction qui renverra toujours un float. D'accord. Comme c'est float, vous pouvez aussi lui donner éventuellement un int, elle sera contente. Parce que int est un sous-type de float. La racine de 4, il va vous renvoyer 2.0, a priori, je dirais. À vérifier sur le truc. Et là, il y a une précondition, là, ce qui n'est pas dans les autres préconditions. X doit être supérieur ou égal à 0. Bah oui, parce qu'on ne demande pas des racines carrées de nombres négatifs. Donc si vous faites ça, si vous voulez utiliser cette fonction, il faut importer le module math. Donc en gros, il faut taper dans votre programme là, import math. Et ensuite, la fonction s'appelle math
.sqrt. Donc, si vous demandez la racine carrée de 4, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle vous renvoie 2.0, c'est une fonction qui renvoie toujours un float, même si vous lui donnez un entier en entier. D'accord? Ce qui n'est pas le cas des précédentes. D'accord? Et c'est un peu l'aise sur ces questions de type. Je ne sais pas si c'est encore de la physique ou pas, quoi, mais sans doute même en bio. Les, euh, les types, c'est un peu comme les unités en physique. On les mélange pas toutes. Quand on combine des unités entre elles, ça donne des nouvelles unités. Donc les types, c'est un peu, ayez cette image-là, c'est un peu ça. D'accord? Et c'est hyper important. Le aujourd'hui, il faut être homogène dans vos équations. Euh, faut pas les unités n'importe comment. Il ne faut pas multiplier n'importe quelle unité avec n'importe quelle unité. Il y a des règles. Et tout. Donc, voilà. Donc toutes ces spécifications-là, vous pouvez faire cette analogie-là si ça vous aide. Le type, un peu, c'est l'équivalent de l'unité en physique. Et en maths, c'est tout simplement l'ensemble auquel il appartient. Hein. L'ensemble des réels, l'ensemble des entiers naturels. C'est les types, avec leur correspondance en maths. Une fonction. Regardez. Ok, c'était bon. Il reste un quart d'heure. Allez, on va essayer d'avancer. Alors, spécifiquement, les paramètres, on a vu plein d'exemples. Description, ce qui est en bleu en dessous. Hein, qui décrit ce que fait. Retourne la valeur absolue de x. Ça, c'est la description. Avec éventuellement des préconditions. Voilà. X doit être supérieur ou égal à 0. D'accord? La description de la partie bleue, sa signature, c'est la première ligne avec le def. Donc, à part d'une définition, on peut appliquer une fonction qui est définie comme ça, avec un certain nombre de paramètres. La syntaxe, c'est celle-là. Paramètre 1, 2 points, type 1, virgule. Paramètre 2, 2 points, type 2, virgule. Bon, là, il y a 3 petits points, parce qu'on n'a pas tout écrit. Hein. Paramètre n, 2 points, type n. D'accord? Quand vous écrivez la ligne avec le def, ça commence toujours comme ça. Après, il y a la petite flèche ici et les 2 points. Donc, à chaque fois que vous allez créer une fonction, vous savez que mécaniquement, hein, vous mettez en mode robot, là, et vous écrivez def, def, vous mettez un espace, vous écrivez le nom de la fonction que vous avez inventée, vous ouvrez une parenthèse, vous écrivez le nom du premier paramètre que vous avez inventé, 2 points obligatoires, son type, int, float, bool, ce que vous voulez, virgule, vous avez choisi, et vous pouvez continuer comme ça. Et à la fin, vous mettez une parenthèse comme ça, et normalement après, vous avez petite flèche, le type de retour, le type R, et 2 points. D'accord? Donc la première, il y a toujours ce format-là. Si vous écrivez autre chose que ce format-là, c'est pas la peine d'ajouter. Est-ce que c'est compliqué? Non. Voilà. Donc, tout le monde peut le faire. Hein. Votre petite sœur en CE2 aussi, et votre petit frère en CM1 aussi. D'accord? Les règles, mais il faut s'y tenir. Un petit peu de s'y corriger là. Sur les règles, on les applique comme ça. Donc référez-vous toujours à ça si vous avez quelque chose qui n'est pas tout à fait correct et tout ça, il vous dit qu'il y a une erreur à vérifier bien, vous avez bien respecté ce schéma-là. Donc si on a une définition de fonction comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir l'appeler, c'est-à-dire l'utiliser. On définit une fonction une fois pour pouvoir ensuite l'utiliser plein de fois. C'est le but d'écrire une fonction. On écrit des fonctions pour les utiliser autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire l'utiliser. À ce moment-là, ça c'est et entre parenthèses, un truc ici, on écrit avant la première virgule, un truc qui est mis pour cette variable là, ensuite une autre qui va être mis pour ce paramètre-là, etc., etc. On a défini la fonction, on a déjà dit ça c'est type machin, ça c'est type machin, ça. Donc on l'a fait une fois, et une fois que c'est fait une fois, quand on l'utilise ce qui était le cas avant, en fait, là. Quand SQRT, là, vous voyez cette définition ici, on vous dit ça prend un x qui float, quand vous l'utilisez, vous mettez un truc pour le x, quoi. Vous mettez 4. Pour une variable qui s'appelle y.
de y. Il n'y aurait pas deux points float, parce que c'est l'utilisation, on écrit directement. Et si là, ma fonction a un seul paramètre, là, je dois avoir qu'un seul. Si c'est max, par exemple, max, ça prend plusieurs paramètres. Quand je l'utilise, bah, je vais mettre plusieurs paramètres. Voilà, max au moins deux paramètres comme ça. Et a priori, si vous avez des fonctions, max c'est un peu spécial parce qu'il peut prendre un nombre variable de paramètres, mais quand vous écrivez vous-même une fonction et que le nombre de paramètres est fixé, quand vous allez l'appeler, quand vous allez l'utiliser, si la fonction vous l'avez écrite pour qu'elle prenne 5 paramètres, vous l'utilisez avec 5 expressions à l'intérieur des parenthèses. Voilà, donc si on a une application d'une fonction comme ça, ce qu'on vient de voir ici, on évalue d'abord les expressions parce que ce n'est pas forcément des expressions. C'est pour ça qu'on dit que c'est des expressions. Donc on commence à calculer 5 fois 4, etc. 2 fois y, y plus 5. On commence à calculer tous les petits machins qui sont là. Et une fois que ces machins sont remplacés par des à ce moment-là, on applique la fonction fun à ces différents paramètres et on regarde le résultat qu'elle donne. C'est comme ça que fonctionne Mister Python quand il évalue vos fonctions. Et donc, le max, pas simplement de deux choses, de 3 et de 4 fois 12. Tu vas faire l'interpréteur pour évaluer votre fonction. Max de 5 et 4 fois 12. Ensuite, il va calculer le 4 fois 12. On va réserver à ce résultat intermédiaire max de 5 et de 48. Et c'est quoi le plus grand entre 5 et 48? Bah, c'est 48. Donc en fait, vous, quand vous tapez ça dans Mister Python, il vous répond directement 48. Il faut se dire qu'en interne, il a fait cette étape-là. Et vous-même, si vous voulez imiter Mister Python, vous faites, vous regardez comment il fait, vous faites comme lui, et vous pouvez vous écrire des petits intermédiaires parce que vous ne fonctionnez pas aussi bêtement et rapidement qu'un ordinateur. Donc là, c'est pareil. Si je demande le max de ces deux choses-là et que je veux le multiplier par 2, eh ben, il ne calculera le fois 2 une fois avoir terminé de calculer le max. D'accord? On peut faire le fois 2 entre 96. Je répète, mais sans Python, quand vous lui donnez la première ligne, il vous répond directement la dernière. Donc ça, c'est le principe d'évaluation d'expression. Je passe parce qu'on assez vite, parce qu'on l'a vu. Donc la première chose, c'est réduire les trucs prioritaires. Ça donne des résultats intermédiaires. On continue de réduire jusqu'à la fin, avoir notre résultat. Donc là, c'est le principe évidemment, puisque ce principe d'évaluation, c'est aussi un programme qu'on pourrait écrire. Voilà. Donc là, c'est écrit sous forme d'algorithme. Donc vous avez le petit exemple ici. Là. Voilà. Et du coup, je vais faire les fonctions quand même si ce sera le gros du prochain cours. Mais je pense qu'il y a quand même quelques... Sans écrire des fonctions, ça va être compliqué d'avancer. Donc il nous reste 7 minutes. J'étais un peu lent, mais c'est pas grave si on est un peu lent. Ici, on est là pour bien comprendre les choses au fur et à mesure et tout ça, donc on y reviendra si on le fait pas. Alors, un exemple de problème qu'on se pose et de fonction qu'on va écrire pour résoudre ce problème. La question, c'est quel est le périmètre d'un rectangle de largeur 2 unités et de longueur 5 unités? Réponse 14. Calculer 2 plus 2 plus 5, 5 hein, la somme des longueurs des quatre côtés, et je trouve que ça fait 14. Bon, ça résout ce problème particulier. Bon, c'est pas cette définition parce qu'on voudrait plutôt avoir quelque chose qui est plus général. Parce qu'évidemment, quand on calcule le périmètre, vous l'avez appris à l'école primaire, vous avez appris une formule, vous avez appris une démarche, la démarche c'est l'algorithme, vous avez appris une manière de calculer le périmètre, comme ça, des rectangles. Et donc, vous savez calculer le périmètre des rectangles, et vous voudriez faire en sorte qu'il y ait une fonction en Mister Python qui permet de calculer les périmètres des rectangles. D'accord? Comme ça, une fois qu'on aura la fonction, ben, on n'aura plus qu'à l'utiliser directement. Donc, on aimerait faire une fonction périmètre à qui on donne seulement deux choses, la longueur et la largeur du rectangle. Là, d'écrire ces fonctions, c'est si on a seulement les primitives au départ, tout ce que je vous expliquais avant,
tout ce que j'ai expliqué avant, c'est juste pour avoir là, Mr. Python, c'est juste une calculatrice améliorée. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est étendre. D'accord? Ce qui est possible avec ce qui est pas possible avec une simple calculatrice à 4 opérations. Les 4 opérations, elles sont utiles, hein, ça nous permet de faire, mais on ne peut pas lui apprendre des nouvelles choses à la calculatrice. Là, nous, ce qu'on veut, c'est étendre en gros notre calculatrice pour qu'elle sache faire d'autres choses, notamment calculer, par exemple, d'un rectangle. Donc les fonctions, c'est c'est quelque chose qui a un rôle central en informatique. Hein. Tous les programmes qu'on écrit, elles sont composés de fonctions, et qu'on essaye d'être le plus simple possible et aussi réutilisable. L'aspect réutilisable, il est important pour le périmètre parce que on veut pouvoir la réutiliser pour calculer plein d'autres périmètres. Donc ça va être paramétrer, automatiser, généraliser les calculs. Donc pour définir une fonction, il faut établir sa spécification, inventer les opérations, donc là ça va être assez simple, hein, traduire dans le langage et ensuite tester. Donc voilà la spécification de la fonction périmètre telle que telle qu'on se propose de l'écrire pour résoudre le problème. Donc toujours pareil, là vous reconnaissez exactement le schéma dont je vous ai déjà parlé. Donc le def, en rouge, mot-clé réservé. J'ai inventé le mot périmètre. J'ouvre une parenthèse. Il y a combien de paramètres là? Il y a besoin de combien d'informations en entrée pour calculer le périmètre? D'après ce qui est écrit là. Là, il y en a deux. Il y a la largeur et la longueur. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Pour savoir le nombre de périmètres, il suffit de repérer les virgules et vous regardez combien il y a de trucs autour des virgules. Hein. Ça vous donne le nombre de paramètres d'une fonction. Donc ça, c'est une fonction à deux paramètres. Donc, une largeur qui est de type flottant et une longueur qui est de type float, réel. Petite flèche, le résultat du calcul de cette fonction, ça va être un float. Donc là, on va avoir une petite boucle. En entrée, vous avez deux choses, une largeur et une longueur, et elle vous rend quelque chose en retour. Elle vous rend une autre valeur, qui est la valeur du périmètre. Positive, donc ça c'est l'expression booléenne de condition, et aussi que la largeur soit plus vite que la longueur. Bon. C'est un exemple, hein, donc on force un peu le trait, hein, d'accord? Mais vous voyez un peu ce qu'on peut imaginer comme genre de précondition. Et ensuite, le petit texte explicatif, là, qui correspondra souvent à l'énoncé d'exercice qu'on vous demande, retourne le périmètre de rectangle défini par sa largeur, je reprends le nom qui est écrit là, et sa longueur, je reprends le nom qui est écrit là. D'accord? Donc ça, une fois qu'on a écrit ça, on a écrit la spécification. Donc ça, c'est assez immédiat à partir de l'énoncé de l'exercice. Des fois, les types sont pas de savoir que c'est un type, je sais pas. Mais voilà. Imagination à avoir. Alors, cette spécification là, c'est un peu donc j'ai bien écrit 3 guillemets pour ouvrir. Indentation obligatoire. Ouais, je passe un peu. Là, vous devez mettre ce qu'on appelle une indentation, c'est-à-dire 4 espaces. En fait. D'accord? Ou appuyer sur la touche tabulation, qui est une touche vers la gauche, en haut à gauche de votre clavier, qui est une touche qui a une petite flèche comme ça. Je pense que sur votre clavier, elle doit ressembler à peu près à ça. Donc je vais le mettre là. Vous appuyez un coup sur cette touche là pour décaler de 4 caractères en fait. D'accord? On va voir, vous l'avez vu dans le montré, ces décalages-là, ils sont hyper importants, ça fait partie de la syntaxe. Quoi. Au même titre que les parenthèses, que les virgules et tout ça, ça fait partie de la syntaxe. Donc Python, il veut voir ces 4 espaces à cet endroit-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici l'indentation. Indentation obligatoire, là, il y a 4 espaces ou une tabulation. Là, c'est des expressions booléennes, je l'ai dit, et les hypothèses, évidemment, ça restreint, j'en ai déjà parlé. Ensuite, il faut inventer. Il faut inventer comment on calcule le périmètre. Bon, c'est assez simple, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et traduire ça en une expression. Donc là, vous avez un exemple de traduction. 2 multiplié par, ouvrez une parenthèse, largeur plus longueur. Vous êtes d'accord que ça calcule le périmètre. Pardon. Mais il y avait d'autres manières de faire. Vous voulez créer 2 fois largeur plus longueur. D'accord? Il n'y a pas une qui est juste l'autre. Vous voyez là, pour ce cours-là, tout ça, si ça calcule le bon résultat, on est où? Ok? Donc la notation obligatoire, c'est-à-dire que là, le return est
il y a plus, les indentations comme ça, hein, les décalages, hein, ça donne des niveaux à l'intérieur de ce que vous écrivez. Donc le niveau général ici, lui, il est complètement au bord, c'est les définitions. Et là, je décale ici pour dire que ça, c'est à l'intérieur de la définition. D'accord? Ça montre que c'est à l'intérieur. Et quand j'aurai fini ici, je reviendrai à cet endroit-là pour écrire ma deuxième définition, si j'en ai une autre à écrire. D'accord? Donc l'annotation, ce décalage-là, ça dit que tout ce qui est décalé, c'est à l'intérieur du truc qui n'est pas décalé. D'accord? Donc c'est pour ça que le return aussi, il est exactement au même niveau ici que les petits guillemets, parce que ces deux trucs-là, ils sont à l'intérieur, au niveau 1 de cette définition-là. Donc là, c'est expliqué a priori ici. Là, j'ai dit il y avait plusieurs manières de faire. Ça, c'est une autre manière de faire. On va remplacer la ligne return par ça. Voilà. Alors après, normalement, on est bon là. Ouais, on est bon. J'en termine là-dessus. Donc après, il faut tester votre fonction. Donc là, une fois que vous avez écrit votre définition, vous écrivez un certain nombre de tests pour vérifier que votre fonction répond bien dans un certain nombre de cas. Donc là, un certain nombre de tests, je dis assert. Donc je dis, je suis sûr que périmètre de 5 doit envoyer 14. D'accord? Je suis sûr que périmètre de 0 doit envoyer 0. Etc., etc. Donc vous écrivez un certain nombre de tests comme ça. Si vous ne le faites pas, vous vous ferez insulter par Mr. Python. Donc vous le faites. L'idée, c'est de faire des tests qui sont vraiment un peu des cas limites, quoi. Par exemple, le 0,0, c'est un cas limite. On est vraiment au bord des nombres que peut prendre la fonction, quoi. Donc avoir des tests qui soient assez larges, mais bon, vous n'avez pas un cas sur 50 000, mais qui soient des tests généraux, et aussi des tests un peu sur les cas un peu limites. Évidemment, les résultats que vous écrivez là, c'est pas après les avoir demandé à Mr. Python. C'est parce que vous savez que le périmètre d'un rectangle de 2 et de 5, largeur 2 et longueur 5, c'est 14. Donc vous écrivez la certe comme ça. Ça n'a aucun intérêt de demander à Mr. Python combien ça fait périmètre pour recopier le résultat. Là, vous ne vérifiez rien. Tout ce que vous donnez, c'est les résultats que Mr. Python calcule déjà. D'accord? Vous donnez les vrais résultats pour vérifier que lui vous donne les bonnes réponses. Quoi. Et si vous ne donnez pas les bonnes réponses, c'est que vous avez un bug. Donc vous corrigez. OK? Donc, doit courir tous les cas possibles, je l'ai dit. Donc, si tout se passe bien, ça affichera rien. D'accord? Par contre, si vous ne les écrivez pas, ou bien s'ils sont faux, là, dans la fenêtre, vous verrez que vous ferez insulter. Donc, ce qu'il faut savoir, les suites de secours, appliquer les principes qu'on a vu là, c'est assez intuitif. Vous connaissiez déjà ça en maths. Définir des fonctions simples, comme la petite fonction périmètre qu'on a écrit avec sa spécification. Une implémentation, donc le return, qu'est-ce qu'on doit calculer, et un jeu de test complet avec les asserts juste après. OK? Donc, rappel des informations importantes, donc le site web de l'UE ou le Moodle, pour aller récupérer toutes les ressources qu'on vient de voir ici. Récupération des documents Passio 1526, là, vous rentrez dans la fac, c'est que vous allez directement complètement à gauche. Jeudi 1er octobre, midi 45, 13h45, n'oubliez pas. Voilà. Et la liste de tous les cours qu'on va faire la semaine prochaine, où on va commencer à voir des choses un peu plus intéressantes. Et L0, demain, mardi, 16h, vous avez le tutorat. Ah, attends, on tapant. Ouais. Tu peux chercher, toi tu peux le chercher, alors non, vous allez être inscrit automatiquement et non, il devrait apparaître sur la gauche. Non, mais sur celui de l'an dernier en fait. Sur celui de l'an dernier, je crois qu'ils doivent inspirer tous les noms de tout le monde. Il y a un Moodle par année en fait. Donc ils le changent d'une année sur l'autre. Il faut aller sur celui de 2020. Ouais, il y a un Moodle 2020 en fait. Quoi. Et Moodle 2020, après, je ne sais pas si vous pouvez y accéder tout de suite, parce qu'il faut qu'on vous inscrive dedans. Mais peut-être ça n'a pas encore été fait. Mais sinon, tu peux chercher le cours, je ne sais pas si c'est peut-être disponible, dans un UFR ingénierie, cours informatique première année, etc. En fouillant dedans, à partir du début, tu peux le retrouver.
faut aller dans l'ingénierie. Il n'y a pas informatique, c'est ingénierie. J'avais des questions. Où on devrait récupérer les colis du coup? Parce que moi, Quand tu rentres là, c'est ici. entre 25 et 15. Ouais, ben, là, c'est ici. Là. À cet endroit-là, il y a un espace en plein air, là. Et peut-être un peu en descendant les escaliers, c'est à cet endroit-là. Bonjour. Bonjour. Plein de questions. Ouais. Comment vous avez appelé déjà les mots du type float par exemple? Réel, flottant, c'est ça? Oui, bon, vous avez donné une catégorie de mots et dedans il y avait float dedans. Ah, ça, c'est les types, ça. Les types, Voilà les c'est types. float, int, bool. Ça, c'est les types. Et c'est un quoi en fait les types? Bah, les types, c'est comme ça que fonctionne Mister Python. C'est que lui, il manipule des données et Ouais. les données, elles sont classées selon différents types. Parce que suivant le type, il ne le représente pas de la même manière dans sa mémoire. Donc les flottants, les nombres flottants, les nombres réels à virgule, il a une manière spéciale de le représenter en interne chez lui. Les nombres entiers, une autre manière. Et en fait, nous, quand on écrit des programmes, nous, il faut lui dire ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on veut des textes? Est-ce qu'on veut des nombres? Et parmi ces nombres-là, est-ce qu'on veut des nombres entiers ou des nombres à virgule? D'accord. Tout à l'heure, vous avez su reconnaître, enfin, un élève avait réussi à reconnaître les moins binaires, enfin, dans les moins binaires et les Unaire? moins unaires. Ouais. Et comment il avait fait? Ah, moi, il sait juste que unaire 1, binaire B, il a fait un peu de latin. Ah non, mais Et il parce s'est dit que c'est deux. en fait, il y avait une expression qui était écrite au Ah, tableau. bah ça se voyait parce que le. Parce que, on va le retrouver. Je sais pas, tiens, C'est ça. ouais, c'est lui. Bah oui, parce que lui, parce que là, il y a déjà un fois, en fait. Comme il y a déjà il y a 7 fois, donc ça peut pas être une soustraction. Ah d'accord. Donc quand on regarde le moins, si on regarde à droite, il y a bien un nombre, Ouais. mais à gauche, c'est pas un nombre. Donc il est unaire. D'accord. Il n'a qu'une seule Unaire, opérande, c'est c'est le signe du chiffre. ça, c'est l'opposé. C'est le nombre moins 3. D'accord. Et Ça binaire, transforme 3 en moins 3. Et binaire, c'est la soustraction. ok. Mais ça, c'est pas différent dans maths. Hein. Tant qu'on comprend pas l'esprit avec des notions, avec du vocabulaire, ça te parle pas plus que ça. C'est bien pour ta culture, mais en réalité, c'est juste savoir faire. En fait. Ah non, Les transparents sont disponibles. Le cours que je vous ai montré au début avec des trucs écrits en plus des explications écrites, il est aussi disponible sur le Moodle. d'accord. Hein? Tout ça, tu l'auras. Ouais. Et une dernière question, à chaque fois vous mettiez des points zéro au fil. Ouais, ça veut dire qu'ils sont de type float. D'accord. Ça, les gens, ils appartiennent à certaines espèces, quoi, les nombres. Hein. Il y a l'espèce float et l'espèce int. Quoi. Et un 6, qui est un nombre entier en maths, bah, quand il est de l'espèce float, il s'écrit 6.0, et quand il est de l'espèce int, il s'écrit juste 6. D'accord. Et ça c'est détaillé sur les. Oui, c'est réexpliqué dans le livre et tout ça. Quoi. D'accord. Mais tu vas voir, en pratiquant, tu verras que des fois, il te renvoie des 6.0, des fois, il te renvoie des 6. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Quoi. D'accord. Bah, écoutez, merci monsieur. Et je t'en prie. Oui. Pour savoir, on peut les récupérer à partir de quoi les documents Les documents, ils sont déjà présents. Donc, tu peux déjà regarder. Alors, si tu n'as pas accès au Moodle, tu peux déjà accéder au site de l'UE et tu peux la retrouver soit parce que tu as noté l'URL qui fait des kilomètres, soit tu tapes licence info SU. Tu vas avoir le lien de licence d'info sur l'université. Tu fais UE du premier semestre, hein, éléments de programmation 1. En cliquant comme ça, tu vas tomber dessus. Hein, en fait. En cherchant un petit peu, tu vas tomber. Au patio, tu viens, tu te présentes, c'est tout. On peut se présenter aujourd'hui par exemple? Non, 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 j'ai mis la date a priori qui était. Merci beaucoup. Je t'en prie. 1er octobre. J'ai compris ça. Vous avez dit quelque chose pour conseiller quoi? Ici. Consigne. Sciences, TD, Ouais. Oui, C'est à partir avec- de la semaine prochaine, ça. T'es dans quel? T'es en BGC? Oui. À partir de la semaine prochaine commencent les TD et les TME. Oui. Et j'ai donné un certain nombre de conseils, c'est des conseils en fait. C'est des conseils. Hein. J'ai dit. Qu'il faut la seule chose qu'il faut qu'on fasse, Ah. c'est avoir les cartes à identifier, c'est ça. Oui, tu es en ayant pour être en salle machine pour pouvoir t'identifier. Pour pouvoir te connecter à la machine pour t'identifier dessus. Quoi. Mais si tu l'as pas encore, c'est pas grave. C'est sur la carte d'étudiant normalement, les identifiants. Pour rentrer sur le site. Oui, quand tu vas t'asseoir devant la machine pour pouvoir accéder à la machine. Quoi. Oui, pour les cours. Pour t'identifier dans le cours. Ouais.
Oui, d'accord. Vous avez dit qu'il faut qu'on prenne des notes. Oui, bah, dans la mesure du possible, mais vous n'avez pas tant de notes à prendre puisque les transparents, je vous les donne. Et dans le livre, c'est expliqué aussi en détail. Oui, mais quel livre? Ah, le livre, il est disponible sur le site. Sur le Moodle et sur le site de l'UE, il y a Donc, si on va à la Moodle, il y a le livre en PDF. PDF. Oui, une autre chose. Est-ce qu'on peut, Oui, vous pouvez le prendre, ouais, il n'y a pas de souci. Merci bien. est-ce qu'on peut trouver la leçon avant que La leçon avant, le livre, c'est tout le livre de tout le semestre. Donc vous pouvez tout lire à l'avance. et on va le faire avec cette. On va faire comme ça, chapitre par chapitre. Je suis le chapitre du livre. Et le livre, il est en entier, le PDF du livre, du cours, il est déjà donné en entier dès maintenant. Les transparents, je les donnerai au fur et à mesure. Oui, on peut le trouver maintenant ou non pas vraiment? Oui, tout de suite, oui. Donc, sur le Moodle, tu vas le trouver. Parce que je pensais que c'était bien. Ah, si c'est pas Moodle, tu peux le trouver sur le site de l'UE. Tu cherches dans Google licence info SU. Tu cherches un petit peu et tu vas tomber sur le site de l'UE. L'UE, il s'appelle éléments de programmation. Tu vas trouver le site de l'UE et celui que je vous ai montré là. Et bon, je l'ai plus là, mais non, je vais dans. Mais le plus simple, c'est d'aller dans Google. Regarde, tu tapes licence info SU sur Bonne Université, comme ça. Licence info SU. Tu tapes ça, le premier résultat, c'est ça, et tu cherches après là-dedans. Après, tu fouilles, tu suis les liens et tu vas trouver. Ok? Tu avais une autre question, toi? Monsieur, c'est juste pour vous dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Ah, pour le cours? Oui. D'accord. Et est-ce que vous connaissez le prof pour cette matière? Ça, vous en avez des différents suivant les. Ah, d'accord. Mais Vous avez tous des différents. Oui, mais ici, je ne pourrais pas savoir si vous êtes là ou vous n'êtes pas là. C'est gentil de me dire, mais je ne pourrais pas savoir. Mais en TD, ouais, c'est bien de lui dire quand vous n'êtes pas là. Au revoir. Ah, vas-y. Je ne comprends pas toujours les deux mois là. Le premier mois, c'est le signe. Oui, c'est le signe du 3, oui. Voilà, Et ça, c'est la soustraction. Et ça, c'est l'opération. Oui, on fait une soustraction. C'est ça. Vas-y, oui. Oui, ça c'est. Regarde, là l'opération, c'est multiplier. Donc ça, c'est opposé de. Non, tu peux penser que c'est la même chose en fait. Celui-là, bah, c'est comme. Parce que je sais pas si tu fais ça. J'ai pas de... Ça veut dire ça. Ah oui, je comprends. Voilà, donc c'est pour ça que lui, il est comme ça. Mais ça, c'est soustraction. Et lui, c'est moins 3, moins 9. Là, c'est soustraction. Mais c'est 7. Oui, on fait déjà lui. Lui en premier. Ah, oui. 7 fois moins 3, c'est moins 21. 21 et puis. Et ensuite, on fait le moins 9. C'est comme en maths, hein, c'est pas différent. Ah, oui. Ouais. Ouais. Si en Python on peut, mais dans ce cours-là, non. Dans ce cas-là, on vous demande de spécifier tout le temps les types. En fait. Ça fait partie de la démarche. On vous demande de savoir ce que vous manipulez comme type. Mais c'est vrai que, mais en réalité, Python, il s'en fout de ce que. Vous pouvez le faire en vrai Python. En vrai Python, vous pouvez écrire ça, mais Python s'en fout. Donc